Donc, l'OBV, qui en est? Donc, l'OBV-NEBSL, en fait, ça fait partie d'un regroupement de 40 organismes de bassin versant. Euh, on a un mandat du gouvernement du Québec d'élaborer un plan, en fait, là, dans lequel on vient mettre les enjeux et les problématiques spécifiques à notre territoire. Donc, les 40 organismes font ce plan-là. Et ensuite, par rapport aux enjeux, aux problématiques qui ont été ressortis et qui sont dans le plan, on va élaborer des pistes d'action et l'objectif, c'est que sur une période de 10 ans, ben, en fait, on ait atteint les objectifs qu'on s'est donnés dans le plan, euh, qui visent toujours à assurer une durabilité des ressources en eau, donc en qualité et en quantité. Les ressources en eau, c'est autant de surface que souterraines. Donc, les lacs, les rivières, mais aussi les nappes phréatiques, les aquifères. Euh, et donc, l'OBV, ce plan d'action-là, ben, ça se met pas en œuvre tout seul. On a une table de concertation qui réunit des experts de tous les secteurs d'activité, donc économique, agricole, forestier, industriel, aussi des citoyens, les municipalités, les MRC. On a aussi 5 ministères qui siègent à cette table de concertation-là. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un ensemble de points de vue et d'experts qui vont fournir les ressources pour finalement arriver à appliquer des actions concrètes sur le terrain. Je peux changer la diapo. Euh, donc ici, ce que vous voyez, c'est une carte de la zone d'action que notre organisme couvre. Donc, on le disait en 4 zones, 4 couleurs différentes parce que c'est les 4 bassins versants principaux du secteur. Donc, on fonctionne vraiment par bassin versant. Ici, on a celui de la rivière Trois-Pistoles, celui de la rivière Rimouski, de la rivière Métis et de la rivière Matane. Donc, ce que vous voyez là, c'est que en fait, c'est un territoire assez vaste qui va de l'île verte au Méchin. On couvre une petite partie de la Matapédia, une petite partie du Témiscouata. Donc, vraiment, là, c'est un grand territoire. Je peux changer. Donc, depuis tantôt, ben là, on parle d'organisme de bassin versant, mais c'est quoi un bassin versant? Donc, ce que vous voyez sur l'image, là, c'est un bassin versant. Donc, c'est vraiment l'eau qui s'écoule sur un territoire par l'effet de la gravité, donc de la crête des montagnes jusque dans un cours d'eau, en fait, qui va recueillir cette eau-là. Donc, par exemple, quand on parle du bassin versant de la rivière Rimouski, ben, on peut s'imaginer toutes les montagnes environnantes sur lesquelles l'eau va s'écouler et éventuellement, par la gravité, atteindre la rivière Rimouski, donc en empruntant des petits ruisseaux, des plus petites rivières. Éventuellement, ben, la rivière Rimouski, ça se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Donc voilà, c'est ça, un bassin versant. Puis nous, ben, on est un organisme de bassin versant parce que c'est vraiment l'approche pour faire la gestion de l'eau sur le territoire. Donc, on est une table on coordonne une table de concertation, mais on est aussi un organisme sans but lucratif. Et on fait de nombreux projets, dont celui sur les lacs, sur lequel, le projet du lac Bellavance, ben, ça rentre dans un des projets là, qu'on coordonne en tant que OSBL. Euh, donc, pour lequel on est allé chercher du financement pour que ça soit réalisé. Mais on fait pas juste des projets d'études sur les lacs, on fait toutes sortes de projets. Ça va, par exemple, à l'amélioration des pratiques agricoles, comme la plantation de haies brise-vent, de bandes riveraines, de culture de couverture. On fait aussi de l'accompagnement de municipalités, donc pour faire l'élaboration de plans d'action, un peu comme dans le cas de ce qu'on fait en ce moment pour le lac Bellavance. On fait des projets de déminéralisation. Donc, ça, c'est tout nouveau, là, ça date des 2 dernières années. Mais on travaille en fait avec des villes, des municipalités pour désasphalter et aménager des parcs, donc créer des zones où est-ce que l'eau va pouvoir s'infiltrer dans le sol, donc redonner un peu euh, la place à la biodiversité puis à la végétation finalement en milieu urbain. On fait aussi du suivi
et de l'éradication de colonies d'espèces exotiques envahissantes. Donc, autant en milieu aquatique qu'en milieu terrestre. Par exemple, le myriophile haipi ou la berce du Caucase. On a aussi des programmes éducatifs et de sensibilisation, principalement dans les écoles. Notre fameux programme écolo, là, on le voit sur la photo, donc la photo complètement à gauche. Donc, on installe des aquariums dans les classes du primaire, on met des œufs de poisson, puis là, les jeunes peuvent voir finalement le développement des jeunes saumons. Puis après ça, il y a une activité d'ensemencement, donc de remise à la rivière. Fait qu'on fait aussi ce genre de choses-là. Et plein d'activités connexes là, qui permettent finalement d'assurer la durabilité des ressources en eau. Donc, je vais laisser la parole à Julien pour ce qui est de qu'est-ce qu'un lac. Merci. Merci. Alors, là, je vais essayer de vous présenter très succinctement et puis avec le plus simple qu'on puisse faire, l'écosystème d'un lac. C'est quoi un lac? Comment est-ce qu'il fonctionne? Et pour ça, on va commencer déjà par parler de différents secteurs du lac. Donc le lac, c'est vraiment un organisme que je considère comme un organisme vivant à part entière qui est fractionné en différentes parties. Donc là, sur le dessin du bas, vous allez voir en fait la zone qu'on appelle zone littorale. Donc c'est la zone du bord de rive du lac. Donc c'est une zone qui est peu profonde, qui fait partie d'une zone plus large qui est la première couche du lac, qui est la zone photique. Donc c'est une couche dans laquelle les rayons du soleil peuvent pénétrer. Et dans cette zone littorale qui entoure chacun des lacs de nos régions, c'est là qu'on va retrouver la production de chlorophylle, donc avec les plantes aquatiques. Donc on va retrouver dans cette zone littorale-là une variété plus ou moins grande d'espèces de plantes aquatiques et d'algues aquatiques aussi dans cette zone littorale qui reçoit donc les rayons du soleil et qui permet de faire la photosynthèse. En dessous de cette zone photique, on va rentrer dans la zone qu'on dit aphotique. Donc là, la colonne d'eau. Donc quand je parle de colonne d'eau, je parle de l'épaisseur de l'eau depuis la surface jusqu'au socle rocheux ou au niveau de la fosse du lac. Donc ça s'appelle une colonne d'eau. Et dans cette colonne d'eau, vous allez avoir la zone photique et la zone aphotique où les rayons du soleil ne peuvent plus pénétrer parce que l'épaisseur d'eau étant trop dense, les rayons du soleil n'arrivent plus à pénétrer. Et dans cette partie-là, généralement, il n'y a plus d'organismes photosynthétiques qui se développent. Donc on peut déjà dégrossir les différentes parties d'un lac déjà en trois zones, donc en zone photique, la zone aphotique et la zone littorale. Ce qu'on appelle la zone pélagique, c'est on va dire la zone des grandes eaux. Donc là on est juste après la zone de littoral, donc on se trouve dans une zone pélagique, on retrouve le même terme aussi dans les océans. Et la zone benthique, donc c'est vraiment le fond du lac. On peut aussi parler d'une stratification du lac. Donc les stratifications, pour comprendre, on va parler de couches. Donc un lac peut avoir différentes couches d'eau qui lui sont propres. Ces couches d'eau-là se différencient par leur viscosité, par leur physico-chimie de façon générale. On peut avoir des eaux qui sont plus chaudes, des eaux plus froides, des eaux moins oxygénées, plus oxygénées, etc. Donc on va parler de stratification en trois parties, donc l'épilimnion, le métalimnion et l'hypolimnion. Limnion, tout simplement, ça veut dire lac, en fait. Donc le lac de surface, le lac, on va dire intermédiaire, et le lac de profondeur. De pouvoir stratifier ce lac-là, ça nous permet aussi de comprendre un peu comment est-ce qu'il évolue au cours d'une année, et on va mettre en évidence certains phénomènes comme le brassage. Donc là, c'est le petit schéma du bas, où en fait, au cours de l'année, votre lac va avoir des mouvements d'eau qui lui sont propres au cours d'une année, où on va avoir deux phases de brassage, qui sont des phases où on va avoir l'eau de surface et l'eau de profondeur qui vont avoir les mêmes caractéristiques physico-chimiques. Donc, c'est tout simplement, en fait, vous prenez de l'huile et du vinaigre et puis vous faites une mayonnaise. Vous shakez votre huile et votre vinaigre et vous obtenez, en fait, une colonne d'eau qui est uniforme. Donc, c'est la période de brassage. On appelle ça qui se situe au printemps et en automne. Printemps avec l'arrivée des eaux de ruissellement, de fonte des neiges, et en automne aussi avec l'apport en eau de fin de saison et les vents qui permettent ce brassage. Quand le lac n'est pas en brassage, il est dit en stratification.
Donc là, on arrive à une période de l'année où en fait il y a peu de mouvement d'eau, peu d'apport en eau, peu de vent aussi. Et là, on va en fait déphaser. Donc votre lac va déphaser et va prendre différentes strates dans l'eau. Donc là, c'est le même principe, c'est que votre vinaigrette, en fait, vous la laissez reposer sur le comptoir et vous allez avoir un déphasage, donc le vinaigre en dessus et l'eau et l'huile en dessous, ou l'inverse. Mais vous voyez le principe. Donc ça, on appelle ce phénomène-là vraiment la stratification du lac, et ça a lieu en été et en hiver. Là, on va parler un peu donc vous voyez un peu comment fonctionne un lac. Maintenant, on va parler un peu des lacs de notre région d'études que, que Marianne vous a présenté tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre territoire, on a à peu près 1800 lacs. Donc c'est vraiment énorme. Sur ces 1800 lacs, on en a environ 70, un peu plus de 70 qui ont de la villégiature. Et sur ces 1800 lacs, il y en a seulement 13 qui sont inscrits au réseau de surveillance. Donc on peut avoir des observations dans le cadre de nos projets, des observations d'état de santé de lacs, comme par exemple la détection d'herbiers, d'espèces exotiques invasives, de problématiques liées aux cyanobactéries. Je reviendrai plus tard à ce sujet. On va avoir aussi des observations citoyennes, donc des personnes qui vont nous alerter sur, par exemple, ah tiens, ça fait comme 10 ans, il y a de plus en plus de végétation observée sur le lac. Donc on arrive à avoir comme ça des informations dans le cadre des projets et aussi dans le cadre de sollicitations citoyennes, mais on se rend très vite compte que sur 1800 lacs, on manque énormément d'informations. Et ce manque d'informations, en fait, on essaye d'y remédier en proposant en fait des projets. Et l'une de nos premières questions, c'est déjà de savoir si les lacs sont en santé. On a des observations, on a des informations, on se rend compte qu'il y a énormément de lacs, mais la question qu'on se pose vraiment, c'est est-ce que les lacs sont en santé? Et c'est de là qu'est né le projet qu'on vous présente ce soir, donc le projet de lac en villégiature. Ça découle directement de cette volonté de connaître un peu plus la santé de nos lacs et de pouvoir créer des actions si le besoin s'en fait ressentir. Donc pour ce projet-là, on a sélectionné 10 lacs. Les 10 lacs que vous avez sous les yeux, il y en a deux qui se trouvent qui se trouvent à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, donc avec le lac de la Grande Fourche et le lac Saint-Hubert. Deux à Saint-Fabien avec le Grand Lac Malobèze, le lac des Joncs. Un à la ville de Rimouski, ce soir le lac Bellavance. Deux à Sainte-Narcisse, le lac Plourde, le lac Petit-Ferré. Un à Saint-Noël, le lac Michaud et deux à Saint-Ulrich avec le lac Minouche et le lac des Îles. Donc ces lacs-là, on les a pas choisis au hasard. On n'a pas regardé une carte et on s'est dit tiens, on va aller là. Non, on a vraiment essayé de travailler sur des variables qu'on avait à disposition pour pouvoir choisir des lacs qui peuvent répondre à la question de savoir si le lac est en santé et s'il subit pas une pression anthropique, donc une pression liée à l'activité humaine trop forte qui pourrait justifier une dégradation potentielle. Donc les variables qu'on a utilisées, c'est déjà de connaître à peu près le nombre de résidences qu'on pouvait avoir autour des lacs. Donc c'est une information qui était intéressante pour nous, puisqu'on s'entend que plus il va y avoir de résidences autour d'un lac, plus il peut y avoir une pression potentielle sur celui-ci. La deuxième chose, c'est de savoir si ces lacs-là étaient munis d'accès public ou seulement privé. Pourquoi cette variable-là? Tout simplement, au regard des espèces exotiques envahissantes, encore une fois, on part du postulat de se dire qu'un lac qui n'a pas d'accès public va être moins à risque de se retrouver avec des espèces exotiques envahissantes venant de l'extérieur qu'un lac avec un accès public, justement. La variable aussi qu'on a utilisée, c'est si on avait à notre connaissance présence de cyanobactéries ou d'algues filamenteuses. Pourquoi les cyanobactéries et les algues filamenteuses spécifiquement? C'est parce que c'est des indicateurs en fait d'eutrophisation d'un milieu. Et enfin, le constat, si on avait aussi, nous, vraiment de fortes suspicions d'un lac qui pouvait subir des pressions anthropiques fortes et de savoir s'il était eutrophisé ou non.
Donc là, je vous parle d'eutrophisation là, depuis deux, trois phrases. On va remettre un peu les choses au clair. Certains doivent déjà le savoir ce qu'est l'eutrophisation. Mais l'eutrophisation, c'est un procédé qui est naturel, qu'on retrouve de façon totalement normale dans l'environnement, mais c'est un processus qui consiste à retrouver un apport de nutriments dans un lac de plus en plus important au fur et à mesure du temps, donc au fur et à mesure de sa durée de vie. Et ce processus-là, c'est un processus qui met plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années dans certains cas. Donc c'est un processus très lent qui est au-delà de notre échelle et qui est tout à fait normal. Tous les lacs sur Terre passent par un processus d'eutrophisation lent. C'est leur vieillesse naturelle. L'eutrophisation qui nous intéresse ce soir, c'est l'eutrophisation dite anthropique. Donc cette eutrophisation anthropique-là, en fait, on n'est plus sur la même échelle de temps. C'est au lieu d'être sur un enrichissement d'un lac sur des centaines, voire milliers d'années, on va être sur un enrichissement qui va prendre quelques dizaines d'années, tout au plus 100 ans. Et c'est ça qui est problématique, c'est que on va avoir un raccourcissement de la durée de vie d'un lac et on va avoir une explosion d'apport en nutriments dans le lac qui va complètement dérégler son écosystème, qui va complètement bouleverser sa dynamique. Donc concrètement, comment est-ce que ça bouleverse l'écosystème d'un lac, l'eutrophisation? Donc là, je vous présente six petits bassins. Des petits bassins expérimentaux, on va dire. Où le premier bassin que vous avez en haut à gauche, il est en pleine forme. On est vraiment sur quelque chose de stable, où on va avoir les rayons du soleil qui passent au travers de notre colonne d'eau, et on va y rajouter des nutriments. Les nutriments qui sont vraiment euh, responsables de l'eutrophisation, c'est le phosphore et l'azote. Donc dans notre bassin, on va rajouter du phosphore et de l'azote en quantité, et on va voir ce qui se passe dans ce bassin-là. Donc dès qu'on rajoute de la nourriture, on va avoir cette nourriture qui va déjà être consommée par les algues et le phytoplancton. Donc ces organismes-là vont se développer, vont consommer cette nourriture et vont aussi faire de la photosynthèse avec les rayons du soleil qui arrivent à pénétrer dans la colonne d'eau. Mais cette reproduction, si on décide de dire que la nourriture n'est pas limitante, les organismes vont continuer de se reproduire dans ce bassin-là et on va avoir à un moment donné beaucoup trop d'organismes dans le bassin. Beaucoup trop d'organismes, donc on va avoir moins d'accès à la nourriture pour ces organismes-là, moins de lumière qui va réussir à pénétrer parce qu'on va créer une opacité dans notre bassin. Et arrivé à ce moment-là, on va commencer à avoir la mort de ces organismes photosynthétiques et on va arriver dans une phase de décomposition de cette activité enfin, de ces organismes. Donc on va arriver dans le premier bassin de la deuxième ligne où en fait cette décomposition et cette dégradation de matière organique va se faire par les bactéries. Les bactéries vont donc dégrader cette matière organique, et pour dégrader cette matière organique-là, ils vont consommer l'oxygène présent dans l'eau. Et en consommant comme ça cet oxygène-là, on va avoir un appauvrissement de l'oxygène dans le milieu. Et là, on se retrouve vraiment avec un effet boule de neige. Donc on le voit bien, hein, on met de la nourriture, on a des espèces végétales qui se développent, mais on a comme moins de lumière qui pénètre dans notre eau. Ces espèces-là meurent, se font décomposer par les bactéries qui consomment l'oxygène. Donc on a vraiment un effet boule de neige. De plus en plus de consommation d'oxygène dans notre cours d'eau, dans notre milieu, dans notre lac, pardon, par les bactéries, mais à un moment donné, il n'y a plus d'oxygène. Donc c'est aussi aux bactéries de mourir. Et finalement, on a vraiment la mort d'espèces animales et végétales dans notre plan d'eau, puisqu'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de lumière qui passe au travers. On a énormément de particules mortes en suspension dans notre lac. Et là, on va avoir un phénomène de sédimentation. Donc on va retrouver en fait une masse de matière organique qui va se mettre au fond du lac et qui va produire ce qu'on appelle des composés réducteurs. Donc c'est dans le jargon scientifique, on appelle ça des thiols. C'est aussi ce qu'on appelle du méthane, tout simplement. On a tous fait l'expérience de planter un bâton dans de la vase quand on est au bord d'un lac et de voir des bulles remonter à la surface. Donc ça, c'est typiquement en fait une émanation de méthane liée en fait à une décomposition organique qui a sédimenté au fond d'un lac. Donc à partir de là qu'on arrive à au dernier petit bassin, on est vraiment sur ce qu'on appelle un lac qui se meurt. Donc un lac qui est surenrichi, qui n'arrive pas à garder une vie stable. Et là, on a vraiment un écosystème qui est
là, qui est très dégradé, et qui va plus vers une mort de lac que vers un lac équilibré et avec de l'oxygène. Donc, comment est-ce qu'on peut observer ces symptômes en fait de l'eutrophisation? On peut déjà l'observer par une multitude de critères que je vais vous présenter avec les résultats, mais on peut, sans forcément avoir du matériel sophistiqué, déjà voir quelques indices de cette eutrophisation, avec par exemple les algues filamenteuses. Tout le monde a déjà vu ça, donc c'est un organisme qui fait vraiment partie de la famille des algues. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel, encore une fois, hein, c'est pas quelque chose d'exotique ou quoi, c'est quelque chose qu'on a naturellement dans nos écosystèmes ici. C'est absolument pas dangereux, ça représente aucune toxicité, mais par contre, c'est vraiment un symptôme quand on va en voir beaucoup sur un lac ou même dans une rivière, hein, c'est parce qu'on les retrouve aussi dans les petits ruisseaux ou les rivières à courant faible. C'est symptomatique de la présence de beaucoup de nutriments dans notre eau. Donc ça va créer des masses comme ça qu'on peut voir, des masses un peu spongieuses qui se mettent un peu partout quand on navigue, et c'est vraiment un des symptômes d'une eutrophisation. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est au regard des algues bleu-vert, ce qu'on appelle les algues bleu-vert, qu'on appelle aussi des cyanobactéries. Alors cet organisme-là, c'est pas un végétal, mais c'est pas un animal. Il est vraiment entre les deux. Donc on pourrait dire que c'est une bactérie qui est capable de faire de la photosynthèse, tout simplement. Cet organisme-là, encore une fois, il est tout à fait naturel. On l'a partout, hein, on l'a partout selon les espèces, il y en a partout, quasiment partout sur Terre. C'est un organisme en fait qui, à l'état naturel, on va plus le retrouver comme là sur la photo en bas à droite, vous voyez un petit pot d'eau où on voit des petites particules en suspension. Donc ça serait des particules de cyanobactéries. Donc c'est vraiment petit, hein, c'est des unicellulaires. Et on le retrouve comme ça, on va dire, en faible quantité dans nos plans d'eau. Mais lorsque vous vous retrouvez dans des conditions favorables, c'est-à-dire où vous avez beaucoup de nourriture, l'eau est plutôt chaude, vous allez accumuler les conditions optimales pour que la reproduction de cet organisme-là se fasse et explose. Ça peut se faire en quelques heures, on peut les voir apparaître en une journée, et on appelle ça des blooms de cyanobactéries ou fleurs d'eau. Ces fleurs d'eau-là peuvent apparaître comme ça sur un lac hein, très rapidement, et vous avez l'impression qu'on a littéralement déversé un bidon de peinture dans le lac. Là, ça fait des nappes épaisses vertes, comme là sur la photo en bas à gauche, qui peuvent apparaître sur votre lac. Faut aussi être vigilant, faut pas confondre ça avec à la période printanière avec le pollen, par exemple. On peut voir des fois des grandes nappes, on se dit, ah tiens, est-ce que c'est des cyanobactéries? Mais non, en fait, c'est des pollens qui vont avoir un peu la même texture, donc faut être vigilant sur la détection. Ça peut créer des problèmes, donc les blooms de cyanobactéries, hein, ça peut quand même créer des problèmes de santé publique. Certaines espèces de cyanobactéries peuvent libérer des toxines. Et quand on est sur des gros blooms comme ça, on peut vraiment avoir des problèmes sur les activités liées au lac. Donc pas de baignade, surtout pas boire l'eau. Et même son chien, faut pas aller le mettre, faut pas qu'il se baigne dans des eaux comme ça. Donc c'est quelque chose qui est éphémère, hein. Les cyanobactéries vont effectuer leur bloom et après vont disparaître. Ça peut durer un petit mois, hein, cette période où on va avoir des blooms. C'est pas quelque chose qu'on retrouve une fois que c'est installé, qu'on va avoir sur notre lac durant toute l'année, mais on a vraiment des phases comme ça de floraison, on va dire, de ces organismes-là, quand les conditions de nourriture dans le lac et les températures sont favorables. Donc là, je vous ai dépeint un peu un portrait assez, assez moche, on va dire, de ces organismes aquatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la végétation, que ce soit des algues, que ce soit des plantes aquatiques ou des micro-organismes végétaux, présents dans un lac sont utiles, en fait, ont une utilité. Là, les photos que je vous présente, c'est des herbiers, c'est des zones littorales de lacs où, en fait, on a besoin de ces écosystèmes sont naturellement présents et utiles, notamment pour la frayère de certains poissons, des zones de pêche et de chasse pour tout ce qui est oiseaux, donc pour la vie faune. Donc c'est quelque chose qui est naturel, qui ne pose pas problème à la santé d'un lac quand celui-ci
reste sur une zone littorale. Là où on va commencer à être inquiété, c'est quand on va voir ces grands herbiers, on va dire cette vie végétale euh, coloniser beaucoup trop le lac. Et au lieu d'en avoir juste sur la zone littorale, on va se retrouver avec des plantes qui poussent un peu partout, qui arrivent à coloniser de plus en plus le centre du lac. Donc c'est vraiment on va dire, la quantité qui fait le poison, j'ai envie de dire, c'est de voir trop de végétation se développer trop rapidement sur un lac. Ça, c'est un symptôme d'eutrophisation. Concernant les objectifs du projet de ce soir, donc je vais vous parler des deux premiers ce soir, donc avec la présentation de la qualité d'eau du lac, et aussi on a cherché à évaluer l'impact anthropique dans les bassins versants du lac pour connaître un peu plus les origines. Donc on a travaillé sur deux objectifs en parallèle, c'est-à-dire un premier objectif où on va prendre un peu, j'ai envie de dire, la tension du lac en prenant des relevés physico-chimiques du lac proprement dit. Et après, on a essayé de comprendre un peu mieux son environnement pour essayer de justifier, d'expliquer ce qu'on observait dans le lac, d'où est-ce que ça pouvait venir et sur quoi on pouvait agir. Donc c'est avec ces deux objectifs-là qu'on obtient le troisième objectif qui va faire l'objet d'un travail a posteriori, donc courant janvier, qui va être la réalisation pardon, de plans d'action en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et on souhaitait aussi présenter les résultats avant de travailler sur cet objectif-là, pour aussi voir avec vous, riverains, vos impressions, vos réactions par rapport aux résultats, et puis de travailler ensemble dans un projet de plan d'action pour votre lac. L'objectif numéro un, qui était donc d'étudier la qualité des eaux du lac, on a utilisé pas mal d'indicateurs pour pouvoir évaluer cette qualité d'eau. On peut commencer par l'évaluation de la transparence. Donc, certains d'entre vous faisant partie des sentinelles l'ont utilisé. C'est le disque de Secchi, c'est le schéma que vous avez en haut à gauche. Donc, c'est un disque noir et blanc qu'on laisse descendre dans la colonne d'eau. Donc, pour rappel, colonne d'eau, c'est vraiment l'épaisseur de la surface jusqu'au socle rocheux du lac, où on laissait descendre ce disque. Et lorsqu'on n'observait plus le disque, on relevait à quelle profondeur le disque disparaissait. Donc, ça nous donne une indication de transparence. L'indication de transparence est une variable qui nous permet aussi de juger l'eutrophisation d'un lac. On effectuait aussi des tests d'eau pour mesurer les nutriments qu'on retrouvait, donc principalement l'azote et le phosphore, la chlorophylle A, qui est aussi pardon, un indicateur d'eutrophisation. On effectuait aussi ce qu'on appelle un profil du lac, un profil de température et d'oxygène. Donc ce profil-là, il est très simple, hein. Pareil, on part depuis la surface du lac où on laissait descendre une sonde qui nous permettait d'avoir la température et le pourcentage d'oxygène dissous dans l'eau qu'on laissait descendre et on prenait la mesure de notre sonde tous les mètres, qui nous donne après ce qu'on appelle un profil, donc vraiment une courbe depuis la surface jusqu'au fond du lac de la température et de l'oxygène dissous du lac. On utilisait donc les sondes multiparamétriques là, que vous avez en bas à droite et on allait toujours au même endroit sur le lac à chaque période d'échantillonnage. Et pour ça, on avait matérialisé notre station d'échantillonnage avec des bouées que vous avez certainement dû voir courant de l'année. Ces périodes d'échantillonnage ont eu lieu au printemps, en été et en automne. Il y a juste la saison hivernale qui n'a pas été échantillonnée. Je vous parlais de nutriments tout à l'heure par rapport à l'eutrophisation. Donc les deux nutriments principaux dans le cadre de ce phénomène, de ce phénomène d'eutrophisation, c'est l'azote et le phosphore. L'azote, on le retrouve très généralement dans tout ce qui est fertilisant. On le retrouve dans les effluents industriels et municipaux aussi. Du lessivage d'engrais, hein, le lessivage qu'on peut avoir soit avec l'agriculture, soit aussi quand on fertilise, qu'on amende nous-mêmes en trop forte quantité son gazon, son jardin, ou toutes sortes d'activités, on va dire, agricoles, en quelque sorte. Et le phosphore. Donc le phosphore, c'est vraiment le deuxième élément responsable de cette eutrophisation-là. C'est un élément qui est vraiment
limitant dans la nature. C'est vraiment lui qui fait la police, on va dire, pour la reproduction des végétaux. Il y en a tellement peu normalement dans l'environnement à disposition que c'est lui, si on le demande d'un coup, bah, tout le monde va être content d'en consommer. Donc c'est vraiment le phosphore qui est un très bon régulateur aussi de la production organique végétale. Donc lui, il a vraiment une relation particulière, c'est que il réagit avec l'oxygène dans un cours d'eau. C'est-à-dire que quand on est sur une eau qui est très pauvre en oxygène ou qui a plus d'oxygène, on va avoir un phénomène que si vous en avez déjà de présent dans la vase ou dans le fond de votre lac, dans le sédiment de votre lac, il va revenir en suspension dans l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est particulier et qui est propre à l'azote, c'est vraiment qu'il influe sur la quantité d'oxygène présent dans un milieu. Donc il joue directement un rôle sur la survie des poissons. On le retrouve principalement, bah, encore une fois, dans les effluents municipaux et industriels, aussi dans les fertilisants en milieu agricole. On le retrouve aussi beaucoup à la sortie des installations septiques et dans les savons et détergents. Euh, Là, je vous ai mis une petite photo du Tide Plus, là, le Cold Water Clean. Je le dis, je le répète souvent aux gens, mais si vous voulez taper dans la lessive la plus riche en phosphore, bah, c'est celle-là. Donc déjà, si vous avez ça chez vous, je vous invite fortement à trouver une autre lessive que d'utiliser ce type de savon et détergent, puisque ça fait partie des produits ayant le plus de phosphore dans sa recette. L'objectif 2 a été d'évaluer l'état des bandes riveraines et l'occupation du sol, comme je vous disais tout à l'heure. Donc les bandes riveraines ont été faites par mes collègues durant la période de juin à août de cette année. Concrètement, comment ça s'est passé sur le terrain, c'est qu'elles ont sillonné les rives du lac depuis l'intérieur du lac, ont sillonné toute la rive du lac pour en évaluer sur une largeur, donc c'est ça, c'est important à retenir, c'est sur une largeur de 10 à 15 mètres, et là, dans notre cas, ça a été fait sur une largeur de 15 mètres, l'état des bandes riveraines depuis la rive de votre lac. Donc comment est-ce que on évaluait cette bande riveraine? On utilisait des indicateurs qui sont des indicateurs paysagers ou quand on était sur un indicateur qui joue un rôle important dans la bande riveraine, on lui attribuait une note élevée. Et quand c'est un paysage qui n'est pas favorable au bon fonctionnement d'une bande riveraine, on lui attribuait une note relativement basse. Pour exemple, tout ce qui était arbres et forêts, donc feuillus, forêts mélangées, était pondéré avec une note de 10. Et si vous prenez un socle rocheux, on était pondéré sur une note de 3,8. L'ensemble de ces notes permettait d'attribuer sur tout le pourtour du lac un indice de qualité de la bande riveraine. Donc là, je vous parle de bande riveraine. Concrètement, c'est quoi une bande riveraine? Encore une fois, on va schématiser vraiment la chose pour que ça soit vraiment plus pertinent pour la suite. C'est qu'une bande riveraine, c'est comme si vous preniez une éponge. Cette éponge-là, elle est sèche, vous la mettez dans une assiette, et on va dire que les nutriments qui peuvent venir de la partie terrestre, bah, c'est un verre d'eau. Donc, quand vous allez verser votre verre d'eau sur votre éponge va être capable de capter l'eau que vous lui déversez dessus. Donc, elle va vraiment avoir ce rôle de protection de tous les nutriments qui peuvent arriver de la partie terrestre, se déversant dans le lac. Donc, on s'entend bien que si votre éponge est trop petite et que vous déversez la même quantité d'eau que dans le premier exemple que je vous dis, bah, il va y avoir un déversement. L'éponge n'est plus capable d'absorber l'intégralité de l'eau que vous lui donnez. Donc, il y a un déversement de surplus de nutriments dans votre lac. Donc le schéma que vous avez sous les yeux explique ça, hein. C'est un peu tout ce que, toutes les forces, on va dire, toutes les actions que peuvent apporter une bande riveraine, en plus d'avoir cet effet éponge. Donc elle a aussi un effet filtration, donc elle peut aussi capter des nutriments qui sont dans l'eau de ruissellement. Elles vont avoir un intérêt dans la rétention du lessivage. Donc on s'entend que quand on a une bande riveraine avec des arbres bien enracinés et qu'on a une forte pluie, bah, cette bande riveraine-là va faire tampon, donc retenir de l'eau, mais va aussi empêcher que la matière minérale soit lessivée et se retrouve dans le lac. Cette matière minérale, si elle se retrouve dans le lac, elle va diminuer la transparence du lac, on va avoir une eau qui est plus turbide, donc on va avoir un phénomène d'eutrophisation aussi qui va s'opérer derrière. C'est aussi une zone très importante parce qu'on retrouve des habitats écologiques d'intérêt hein, dans les bandes riveraines.
notamment pour tout ce qui est amphibien, qui viennent en début de saison pour la reproduction. Et comme je vous disais, ça limite l'érosion. L'objectif 3, donc c'est l'objectif qui est à venir à la suite de l'ensemble de ce marathon de présentation qu'on vous fait durant le mois de décembre et ce soir pour le lac Bellavance. Ça sera vraiment de réaliser 10 plans d'action, donc un pour chaque lac ou alors un pour deux lacs quand les lacs sont vraiment reliés entre eux et de travailler vraiment sur la proposition d'actions concrètes, d'actions réalisables en fonction des contraintes de chacun par rapport aux observations et aux enjeux qu'on a retrouvés sur le lac. Donc c'est vraiment avec les municipalités, les associations de lacs quand elles sont présentes et les MRC, ainsi que l'ensemble des riverains voulant participer à ça, qu'on va élaborer en fait ce plan d'action. Donc c'est vraiment l'implication des municipalités et des associations de lacs, pardon, qui sont vraiment importantes pour qu'on puisse proposer quelque chose qui soit concret et vers lequel on s'engage pour améliorer la santé des lacs par rapport aux problématiques qu'on va vous présenter. On va commencer la partie des résultats du lac. Est-ce que déjà vous avez quelques questions sur cette présentation et sur les concepts qu'on va aborder par la suite? Ok. Pour le moment, c'est super intéressant. On a hâte de connaître la suite. C'est ça, c'est généralement ce qui se passe quand on arrive aux résultats. Il n'y a pas trop de questions, on veut voir les résultats. Donc je vais commencer les résultats pour la campagne 2024 du lac Bellavance. Voilà les premiers résultats physico-chimiques qu'on vous présente. Donc tout à l'heure, je vous parlais de profil. Donc là, typiquement, c'est un profil à chaque date. Donc un profil d'oxygène et de température du lac Bellavance. Le premier passage a eu lieu le 24 avril. Ce qu'on peut dire, c'est que bon, on est sur un lac qui est quand même peu profond, hein. On est sur une profondeur de 2 mètres sur le point le plus profond. Et on voit que la température et l'oxygène le long de la colonne d'eau forment deux lignes parallèles. Donc, ce qui veut dire que quand on a ça, on est d'accord, on a fait de la mayonnaise. C'est-à-dire que notre eau, elle est brassée, on est sur une période de brassage, donc notre vinaigre et notre huile sont bien mélangés. Donc, la température de surface et la température de profondeur du lac sont identiques. On observe exactement la même chose pour le 31 juillet et le 23 octobre. Donc c'est vrai qu'en présentation, je vous ai parlé justement de stratification, je vous ai parlé de période de brassage avec la stratification qui serait plus en hiver et en été. Là, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas de stratification en été et on observe un lac qui est en perpétuel brassage. Donc ça se justifie déjà par la faible profondeur du lac, mais aussi par les vents dominants qu'on peut avoir dans la région, qui font qu'on a toujours une petite brise qui va tranquillement gentiment remuer en fait votre colonne d'eau. Donc on n'est pas sur un phénomène, on n'est pas en train de mettre un mixeur dans l'eau là, mais on est vraiment sur un phénomène d'oxygénation et de remous du lac, vraiment doux, qui permettent d'avoir ce genre de profil d'oxygène et de température retrouvé dans le lac. Donc on a vraiment une période de brassage au printemps, en été, en automne. On ne sait pas ce qui se passe en hiver, mais avec la couverture de glace, il est possible qu'il soit en stratification. Mais c'est une supposition. Concernant les relevés en nutriments et en chlorophylle. Donc là, c'est là que ça commence à être un peu moins drôle. C'est pour le 24 avril, on se rend compte que quand on est bleu, ça veut dire qu'on est sur des critères qui sont peu eutrophisant. Quand on est sur du vert, vert foncé, on est vraiment sur des valeurs qui justifient une eutrophisation forte du lac. Là, ce qu'on observe, c'est qu'au 24 avril, donc à la sortie de l'hiver, on a une quantité importante d'azote retrouvée. Souvenez-vous, l'azote fait partie des deux éléments d'eutrophisation du lac. Donc là, on est quand même sur une quantité en milligrammes par litre qui est proche de 1 milligramme par litre. C'est une valeur qui est très haute pour l'azote. Et on est sur une transparence. Donc la transparence, c'est délicat, parce que la transparence, à 2 mètres, on est au fond du lac. Donc l'indicateur de transparence, il était difficile à utiliser, puisque en fait, le lac est vraiment très faible. Et on arrivait
quasiment tout le temps à voir au fond du lac. Donc là, l'indicateur qui nous porte jugement, c'est vraiment l'azote. Au mois de juillet, on a aussi de la production de chlorophylle A. Cette production de chlorophylle A tend vers aussi quelque chose qui est dit de plutôt méso-eutrophe, mais on n'a pas les données d'azote et de phosphore pour cette période-là. Par contre, on les a reprises. On a repris l'azote et le phosphore en octobre, et là, on voit qu'on a encore énormément d'azote dans le milieu, et on voit qu'on a encore plus de chlorophylle A. Pour donner, pourquoi la chlorophylle A? On s'entend qu'en fait, la chlorophylle A va nous donner une indication d'un potentiel de nutriments parce qu'en fait, ça va utiliser l'azote et le phosphore. S'il y a beaucoup de chlorophylle A, ça veut dire qu'elle a pu se nourrir de beaucoup d'azote et de phosphore. Et là, on le voit puisqu'on a encore beaucoup d'azote présent dans le milieu. Donc, la présence de ce nutriment azoté en forte quantité dans le lac fait que l'indicateur trophique se trouve être eutrophe. C'est aussi un lac qui est euh, dans un état d'eutrophisation. Un état d'eutrophisation, donc sur le petit dessin d'en bas, c'est vraiment un enrichissement important en nutriments, avec un développement algal et bactérien présent, et ça a un fort impact sur la vie aquatique. Donc là, on n'a pas, contrairement à d'autres lacs, on n'a pas constaté de lacs anoxiques, donc qui n'avaient plus d'oxygène, parce que, pour rappel, je vous expliquais que là, on a observé que le lac était toujours en brassage. Donc le fait qu'il soit toujours un petit peu en brassage de façon douce faisait que l'oxygène arrivait à aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et encore une fois, on est aussi sur un lac peu profond. Mais on voit que là, on a quand même rajouté, il y a du nutriment, il y a de l'azote dans le lac Bellavance qui justifie un état trophique, d'eutrophe. On a aussi, dans le cadre de nos analyses, cherché une espèce exotique envahissante qui est la moule zébrée. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a retrouvé aucune larve de moule zébrée sur nos supports. Donc c'est plutôt bon, c'est encourageant pour la suite. Et on a aussi effectué une analyse concernant les coliformes fécaux. Les coliformes fécaux sont aussi des indicateurs pouvant être, on va dire, enfin, c'est un critère de santé publique. Donc on les a analysés au 31 juillet, où on avait 20 unités de relevés dans 100 millilitres d'eau prélevée. Donc on est vraiment à la limite, mais on est dans une eau qui est considérée excellente en termes de coliformes fécaux, mais on est à la limite de l'excellente, on serait quasiment à bonne. Ça- cette concentration n'interdit pas l'usage récréatif du lac, mais je tiens quand même à mettre un bémol sur cette donnée-là, c'est que c'est un indicateur au 31 juillet. Les coliformes fécaux, on peut passer à côté. C'est possible qu'il y en avait plus avant, il y en avait moins peut-être avant, on ne sait pas, mais en tout cas, l'indicateur, faut le pondérer parce que c'est un indicateur au jour où il a été pris. Par rapport à la transparence, donc je remercie énormément la Sentinelle. Il y a eu énormément de relevés, donc 14 relevés effectués par la Sentinelle des lacs, 3 par nous-mêmes. Donc on arrive quand même à avoir une belle idée de la profondeur de transparence moyenne du lac, donc d'1,80 m sur les 2 mètres, et avec cette multitude de points. Donc on voit aussi la pertinence d'avoir des relevés, beaucoup de relevés, j'ai envie de dire, grâce à votre aide. C'est qu'on a une idée beaucoup plus fine de la transparence au cours de la saison que si là, si j'avais à la place des 14 points, j'en avais eu que deux, bah, il suffit que ça soit les deux, un en mai et puis un en juillet, on n'aurait pas eu la même précision, la même sensibilité de la profondeur au cours de la saison. Donc on voit bien en fait là que la profondeur moyenne est de 1,80 m, mais on voit que courant mai, on a quand même diminué la transparence, puisqu'on a eu de l'apport de matière dans le lac. Et on voit qu'il y a cette diminution à cette période-là. Après, on voit qu'on remonte. Donc c'est certainement de la diminution liée à de l'arrivée en matière minérale. C'est une supposition encore une fois, mais c'est ce qu'on peut en déduire en observant cette courbe. Donc là, je vous ai vraiment parlé des résultats, on va dire, où on a pris la tension du lac, donc les résultats physico-chimiques.
Maintenant, on va essayer de comprendre. Bon, le constat, il est là. On a beaucoup d'azote dans notre lac. On est sur un lac qui s'eutrophise avec ce nutriment. Mais d'où est-ce que ça peut venir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont... D'où ça vient? En gros, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit avec l'occupation du sol. Donc, la carte que vous avez là, ça représente le lac Bellavance avec le bassin versant plus large. Et on voit qu'on est le lac Bellavance qu'on a au nord, et on voit qu'il y a un peu plus de 50% de cette occupation du sol qui serait prise par l'activité agricole, et 35,75% qui serait pris plus dans le milieu forestier. On voit aussi les patchs anthropiques, on voit les zones anthropiques un peu partout, et on voit aussi la zone anthropique qui ceinture le lac, qui pourrait être aussi une origine d'apport en nutriments. Là, je vous ai présenté une carte, pardon, qui date un peu, qui date de 2006, mais c'est le bassin versant du lac, et c'est juste pour vous présenter que cette occupation du sol, elle a peu évolué entre 2006 et 2024. On est sur une zone où on a toujours, voilà, encore fortement le milieu agricole, et on voit bien la ceinture anthropique autour du lac, donc la villégiature qui est toujours là. Ensuite, enfin, je vous présente les résultats concernant l'indice de qualité des bandes riveraines. Donc, on fait un petit rappel, hein. Je vous rappelle qu'on a parcouru depuis l'intérieur du lac, on a parcouru les rives du lac en lui attribuant une valeur pour chaque habitat, on va dire, chaque paysage, en fonction de si c'est une bonne éponge ou si c'est pas une bonne éponge, en gros. Et là, c'est assez frappant. Ce qu'on se rend compte, c'est que bah, il n'y a que un 3% qui serait vraiment fonctionnel concernant les bandes riveraines, sur une largeur de 10 à 15 mètres. Donc on voit que la quasi-totalité des bandes riveraines autour du lac Bellavance ne remplissent pas leur rôle d'éponge, donc ne remplissent pas leur barrière face à l'arrivée de nutriments venant de l'extérieur dans le lac. Donc voilà, pour synthétiser ça, je vous présente là en rouge donc les 82% de bandes riveraines qui sont très artificialisées à totalement artificialisées. Les 82%, je reviens sur la diapo d'avant, en fait c'est les 59 plus les 18 qui sont considérés. L'indicateur jaune, c'est un indicateur qui s'en va vers des bandes riveraines qui sont pas en bon état, et je les ai pas considérés dans cette addition. Mais ça veut pas dire qu'ils sont en bonne santé quand même. Et on voit qu'il y a à peu près 18%. Ah, c'est une erreur de ma part? Oui, c'est une erreur de ma part. Ah non, c'est pas une erreur. C'est que dans les 18% des bandes riveraines, en effet, j'ai pris les 3% plus... ah non, j'ai fait une erreur. Autant pour moi. J'ai fait une erreur dans mon calcul. On va retenir juste le camembert que vous avez sous les yeux concernant l'indicateur de bande riveraine. Et voilà, voilà le résultat que je peux vous présenter concernant les bandes riveraines. Avant de continuer dans la conclusion et les suggestions, on va faire une petite séance de questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir sur les résultats que vous avez vus, à demander des explications s'il y a des paramètres que vous ne comprenez pas. C'est le moment avant qu'on commence à parler des suggestions et de la conclusion sur le lac. Ben, merci beaucoup. Je peux peut-être. Oui, vas-y, Louis. Non, 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 vas-y, t'étais starté. Oui, j'ai starté. En fait, ben, je me présente, Hélène Roussel, je suis la présidente de l'association, donc ça me fait plaisir là, de vous rencontrer ce soir. Les résultats étaient bien attendus. La sentinelle, ben, elle est avec nous et elle s'appelle Louis. Louis et Sarah, je ne sais pas si Sarah va être là aussi avec toi, Louis, mais c'est eux qui ont fait là, les prélèvements là, qui vous ont servi. Fait que, c'est sûr que j'ai hâte de voir la suite, mais je suis contente d'entendre que vous travaillez beaucoup en collaboration avec les MRC, tout ça. Comme association, ben, c'est sûr que je vais me prononcer pour la majorité, mais c'est sûr qu'on va être collaborateurs. Puis on était bien contents là, que vous soyez, qu'on soit choisi comme lac là, pour l'évaluation. Merci, ça fait plaisir. On va vous donner pas mal d'infos, je pense. Super.
Donc oui, Louis, tu avais une question. Oui, ouais, merci. C'est vraiment intéressant. C'est ça. C'est beaucoup de questions qu'on se pose, là. Peut-être que le lac va pas bien, peut-être que ça va bien, qu'est-ce qui va bien ou pas. Fait que ça met un peu des réponses à nos questions. Mais je me demandais pour la température, ça a passé un peu vite, là, mais est-ce que là, c'était une température qui est considérée comme extrêmement chaude à cause que le lac est peu profond ou il y a peut-être des apports de température, tu sais, des apports d'eau plus fraîche qui pourraient garder une température relativement. Bah, là, là bon, quand tu regardes au 31 juillet, et puis que tu regardes la courbe de température, que tu es à 24, là, c'est certain que les poissons, c'est certain que la truite, là, elle aime pas ça, là. Qu'on s'entende, là, Mhm. au-delà de 20 degrés, là, ça commence à être plate, là. Donc c'est sûr que la température de l'eau, quand je la regarde en automne et quand je la regarde en hiver, en printemps, là, il n'y a rien à dire, là, on est sur des eaux fraîches, mais c'est vrai que Mhm. on est sur un lac de 2 mètres de fond, puis tu regardes la température, là, 31 juillet, c'est bol, là, 24 degrés, c'est Mhm. haut, là. Donc Ouais, l'eau ouais. est chaude, là. L'eau, on se le cache pas, là, l'eau est très chaude, l'eau Mhm. n'est pas non plus. euh, Elle peut pas accueillir, il y a des espèces de poissons, ça marche plus. Que je Mais connais c'est pas quand même vraiment. sur. Oui. Il y a juste de l'ombre de fontaine pour le moment dans le Ah lac. oui. Donc il doit avoir des refuges thermiques quelque part, là, parce que c'est sûr que là, On a un petit ruisseau que l'eau est plus fraîche, là, c'est ça. mais c'est Donc quand même impressionnant de voir que même si l'eau est aussi chaude, on garde quand même une bonne oxygénation du lac. c'est ça. C'est un peu ça qui nous sauve dans le fond d'avoir un milieu stagnant. Puis, Voilà, bah là, t'as tout dit là, dans le fond là, euh, là ce que je vais dire, je m'avance là, c'est vraiment que je m'avance, mais le lac Balavance là, ce qu'il sauve, c'est vraiment son brassage. Il serait pas Mhm. brassé, il serait pas brassé, là, on serait sur de l'hypereutrophe là, puis là, tu sais, ça serait comme une catastrophe complète là. Ok, ouais, ouais. Ce qu'il sauve dans le Mhm. fond, c'est dans son malheur, c'est qu'il soit avec du brassage estival, c'est ça qui va l'aider. Mais Mhm. il pourrait être encore mieux aidé si on fermait les robinets, dans le fond. S'il y avait moins d'apport Mhm. d'azote et s'il y avait moins d'apport de nutriments, c'est sûr que ça serait encore mieux pour lui. Mais c'est clair que voilà, ce qu'il sauve, c'est ce léger, c'est ce brassage. Donc, je répète, hein, on n'est pas sur le brassage avec des bateaux à moteur, hein, parce que des fois on m'a dit, là, tu sais, ouais, il peut y avoir du brassage avec les bateaux, bah, tu sais, ça brasse, ça oxygène. Ben non, ça marche pas comme ça, là. Là, on est sur un Mhm. brassage qui est naturel, donc avec un apport On n'a d'eau. pas de bateau moteur. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment le vent et puis la circulation lente qui va réoxygéner comme il fait l'eau. Mais c'est vrai que c'est très juste Mhm. ce que tu dis, c'est qu'on reste quand même avec de l'oxygène de présent malgré une température très haute. Mais je vais pondérer ce que tu me dis parce que là, la quantité d'oxygène qu'il y a dans le lac, c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Ok, ok. Ah, donc ça reste stable sur toute la colonne d'eau, là, sur les 2 mètres de profondeur, ça reste stable, mais la quantité d'oxygène retrouvée, c'est pas non plus quelque chose de très important. Et on le voit si tu regardes là au printemps et que tu regardes en automne, on voit qu'on dépasse les 10 milligrammes large, on est à 12 milligrammes facile là, pour le Mhm. printemps et l'automne. Et là, on se retrouve, on est comme à 7 là, tu sais, on est quasiment moitié moins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive sur le seuil de 5 milligrammes d'oxygène dissous, on arrive sur une zone où la vie aquatique n'est plus possible. Donc là, la température est élevée pour les poissons, et puis en plus, on n'est pas loin du seuil où Ok, l'oxygénation. ouais. On n'est pas si loin non plus de un peu C'est un ça. seuil. Critique. Mhm. On n'est pas si loin Mhm. du seuil critique aussi, là, c'est ça, là. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça aussi qui justifie que le lac, on a qualifié le lac trophe pour ces résultats-là. Mhm. Mais c'est ça, je pense que on s'en doutait un peu là, avec la quantité quand même de végétation, puis le lac est relativement chaud, puis etc. Mais Oui, puis c'est je me ça. disais avec les coliformes, Oui. euh, c'est ça, il n'y avait pas beaucoup de coliformes. Je pense que ça a été un peu une surprise pour nous parce que comme un petit lac avec beaucoup d'installations septiques relativement vieilles, je me disais, est-ce que, je sais pas, peut-être que c'est pas montré ou rien, là, mais est-ce qu'il y a comme une corrélation entre les coliformes puis l'azote qui est relâché par les systèmes septiques? Est-ce que ça se pourrait que les systèmes septiques autour du lac soient relativement pas une trop grosse source d'apport, fait qu'on n'a pas tant de coliformes, puis peut-être que c'est pas notre principale source d'azote, par exemple, dans le lac, ou ça n'a pas vraiment de lien. Si, si, tout ça, ça a un lien. Tout ça, c'est corrélé.
Mais en fait, c'est que je peux pas trancher dans tout ce que tu dis là, parce que tout est relié dans le fond, là. Mais on s'entend que, comme je disais tantôt, hein, c'est que les coliformes, tu peux passer à côté. C'est-à-dire que il faudrait qu'on fasse des analyses comme ça, plus répété pour voir si on voit une augmentation, une diminution. Parce que tu sais, tu peux comme passer à côté s'il y a un relargage, je sais pas, si ça vient d'un milieu agricole et que là on a mis beaucoup de fumier et puis que c'est qu'il y a eu un lessivage, bah là tu vas te retrouver avec une charge de coliforme. Si tu as une station septique Mhm. qui est pas aux normes, puis que là il y a une forte activité de villégiature parce que le chalet il est pas occupé à l'année, mais là pendant 15 jours il y a comme 30 personnes dedans, puis tu sais, ça relargue, puis donc on peut passer à côté des coliformes, là. Donc c'est quelque chose aussi, c'est pour ça que je le pondère fortement en disant attention, ça c'est la présence de coliformes fécaux retrouvés au point le plus profond du lac à une profondeur de 1 mètre quand on a fait notre échantillonnage. Mhm. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en avait, que l'eau était excellente tout le long, là. On a peut-être tapé à côté. D'où l'importance, même pour la transparence, d'où l'importance d'avoir beaucoup plus de données pour pouvoir être beaucoup plus précis. Parce on peut appeler ce qu'on appelle des faux zéros, là, tu sais, c'est pas parce Mhm. qu'on le Ouais. voit pas qu'il est pas présent, là. Mhm. Donc c'est ça qui est important à voir. Je C'est peux. sûr que moi, de mon point de vue, j'ai hâte qu'on voit les solutions parce que l'objectif ultime, c'est de sauver le lac, d'améliorer la qualité de l'eau, puis Mhm. ça fait que ça, il y en a des solutions dans un cas comme ça, c'est pas un cas désespéré. Non, 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 on se lance dedans, on met les pieds dedans, on va dans la conclusion et les suggestions, là. Là, je vais d'abord, toi, je vais d'abord repasser un peu ce que je vous ai présenté, faire une synthèse de ça, donc avec le caractéristique du lac. Donc on est vraiment avec un lac qui est en brassage, hein, pendant les 3 saisons. Donc il n'y a pas de stratification. Et c'est un peu ça ce que j'expliquais qui va un peu le sauver. En termes d'analyse physico-chimique, donc il y a cette absence de coliformes fécaux à la date d'échantillonnage. Mais il faut être vigilant par rapport à ça. L'autre très bonne nouvelle aussi, c'est on n'a pas la boule zébrée là, puis on n'en veut vraiment pas. Donc il y a vraiment aussi, il faut continuer ces efforts-là par rapport à ça. Mais on voit que par contre, en analyse physico-chimique, on a qu'il y a un apport d'azote et il y a un apport d'azote important. Le phosphore, il n'a pas été démarqué à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas présent. Il peut y en avoir potentiellement. Généralement, ils vont de pair, hein. Si on est sur une origine d'eutrophisation qui serait par exemple agricole, on va avoir azote-phosphore ensemble parce que ça va souvent de pair. Et puis, on peut aussi avoir en fait, le phosphore il est comme un peu plus compliqué à comprendre parce que lui, il va comme aussi avoir des affinités avec l'oxygène, puis il va se mettre au fond, et puis il va faire un peu des hypothèques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, mettons, une pollution au phosphore liée, par exemple, à une activité humaine, et puis un gros boom de phosphore pendant quelques années, puis ce phosphore-là, il va se retrouver dans votre sédiment, et ça va créer une hypothèque, et puis à un moment donné, il va comme se relarguer parce qu'il y aura plus d'oxygène dans le milieu, etc. Donc, il est un peu, c'est un peu un élément vicieux quelque part. Enfin, ça c'est mon jugement personnel, mais je le trouve un peu plus vicieux dans sa façon de réagir. Que l'azote, on l'a vu, il est là, il est dans la colonne d'eau et on le retrouve dans les analyses très très facilement. La chose aussi, là, que tout de suite on peut se dire qu'on peut agir, là, c'est qu'on voit l'état des bandes riveraines. Quand on regarde un peu l'occupation du sol que je vous ai présenté tout autour du lac, on voit qu'il y a quand même, il y a une activité agricole qui est importante. Ça, on va pas, j'ai envie de dire, pointer du doigt l'agriculture par rapport à ça, mais en fait, c'est qu'il n'y a plus l'éponge non plus autour du lac. Donc il a plus son bouclier, pour le lac. Donc l'état des bandes riveraines est aussi préoccupante et à relever. Donc c'est ça qui justifie on retrouve des analyses qui nous montrent qu'il y a une eutrophisation du lac. Donc les suggestions par rapport à ça, donc ça je l'ai mis en premier, hein, dans la suggestion, c'est vraiment faire un effort de reconstruction des bandes riveraines. Là, il faut vraiment comprendre qu'il faut qu'il y ait cette éponge qui soit recréée dans la mesure du possible autour de votre lac. On s'entend, une bande riveraine, pour rappel, c'est pas juste une lignée d'arbres ou c'est pas juste un bout de gazon. C'est vraiment une structure écologique paysagère qui fait entre 10 et 15 mètres. En fonction des possibilités, c'est de recréer ça. C'est quelque chose aussi que quand on le met en place, qui va pas avoir un résultat du jour au lendemain. Parce qu'il va falloir
déjà, faire la plantation, c'est une chose. Assurer la croissance des arbres, arbustes qui vont être plantés. Et son efficacité va s'avérer au bout de quelques années. Donc, plus tôt on le met en place, mieux c'est. Mais c'est sûr qu'on va pas se dire, ah, j'ai planté une bande riveraine en 2025. Ah bah 2026, c'est bon, mon lac il va plus être eutrophisé. Ça va quand même mettre du temps. Et ça, faut bien le comprendre parce que souvent on nous dit, ben là on a fait tout ce qu'on pouvait, on a fait une bande riveraine il y a 2 ans et puis il y a des choses qui vont pas. Oui, mais 2 ans, c'est pas assez. On parle quand même d'écosystèmes qui mettent plusieurs dizaines d'années à se mettre en place. Ça peut pas venir du jour au lendemain. Donc en fait, déjà un effort de reconstruction important sur la bande riveraine. Continuer aussi, si c'est pas déjà fait, c'est vraiment de parler de la communication au regard des exotiques envahissantes. On veut pas ça, là. On veut vraiment pas que quelqu'un vienne et nous mette de la moule zébrée ou du myriophile à épi dans notre lac. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Il y a déjà d'autres choses à travailler. C'est pas le moment d'avoir des choses comme ça qui arrivent. Euh, j'ai aussi mis donc l'usage de bateau si jamais c'est problématique, parce qu'on est sur un lac peu profond, même s'il n'y a pas de navigation à date problématique, je tiens à rappeler que vu la profondeur du lac, ça serait encore plus problématique s'il y en avait. Parce que là, pour le coup, là, c'est plus une petite bise qui vient brasser le lac, là, c'est la cuillère à soupe dans la soupe de pois qui retourne tout, et là, c'est vraiment pas terrible. Donc, continuer l'effort de faible navigation et de continuer à communiquer là-dessus. J'ai aussi mis, continuer une veille d'observation physico-chimique, ça pourrait être intéressant sur 2 ou 3 ans, pour voir, parce qu'en fait, il va falloir aussi qu'on sache donc là, on a fait un constat, là. Ce qu'on vous présente ce soir, il y a le constat. On a des pistes, on voit qu'il y a une ceinture de villégiature, on voit qu'il y a un contexte agricole dominant. Donc on a déjà des idées, parce qu'on sait que dans la littérature, que l'activité agricole et l'activité anthropique de villégiature sont des sources non négligeables d'apport en nutriments dans un lac. Qui plus est, un lac de petite taille, peu profond, ça amplifie le phénomène. Donc on a déjà des pistes, mais on pourrait voir pour faire un suivi de lac sur 2, 3 ans, voir si c'est possible de le faire. L'autre point, c'est vraiment de faire un effort sur la mise aux normes des installations septiques. Je pense que c'est quelque chose qui peut être porté aussi par la municipalité, hein. Il peut y avoir des aides pour les personnes souhaitant refaire leur installation septique. Donc c'est avec crédit d'impôt. Donc c'est quelque chose qui peut être porté avec la municipalité. Ça, on le conseille vivement, surtout sur un petit lac comme vous autres, là. Ça peut être une source radicale en fait d'apport. Donc, il y a des fois, on va nous dire, oui, mais moi j'ai un puisard, c'est un droit acquis. Bah non, en fait, il n'y a pas de droit acquis à polluer. Donc, c'est vrai que si on a une installation septique qui est défectueuse, on se doit de la mettre aux normes. Pour rappel, une fosse septique, en fonction de son usage, ça se vide à peu près tous les 2, 3 ans. Et un champ d'épuration derrière une fosse septique, ça finit, c'est comme un filtre à air de voiture, hein. À un moment donné, bah, il faut le changer parce qu'il est colmaté, parce qu'il y a trop de particules. Donc un champ d'épuration, c'est la même affaire. Euh, D'autres choses aussi, il y a plein de petites choses hein, qu'on peut aborder pour essayer de continuer à avoir une activité tout en ayant conscience de l'état de santé de son lac. Je pense notamment au jardin, etc. Donc, si vous avez un potager, bah, essayez de le mettre au moins une quinzaine de mètres de la rive du lac, par exemple. Si on fait c'est plein de petits gestes. Là, je vous dis, c'est des gestes à l'échelle du citoyen, donc à l'échelle du riverain quand on est à la maison. Donc son jardin, d'essayer de le mettre assez loin par rapport à la rive du lac, de faire des travées dans l'autre sens. Quand on amende, bon, on n'amende pas non plus des tonnes et des tonnes. Donc c'est plein de petits gestes, nous, en tant que riverains, qu'on peut déjà faire. Après, il y a cette investigation-là par rapport aux fosses septiques sur l'ensemble des habitations. Il peut y avoir aussi une investigation pour voir aussi la pratique agricole qu'il peut y avoir autour du lac, surtout en amont. Voir avec l'agriculteur si déjà il y a des choses qui sont mises en place. Je sais que les agriculteurs ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus, hein. Il y a des dates de limite en termes d'épandage, etc., qui s'arrêtent au 30 septembre. Donc, il peut pas. Il y a déjà des contraintes dans son activité. Voir si lui, il peut pas faire d'autres choses, s'il y a quelque chose qui peut aider. Donc, c'est un peu ça. C'est que l'objectif de ces suggestions-là.
à date, c'est de fermer les robinets d'intrants, de nutriments dans le lac Bellavance. Donc, des deux objectifs, fermer les robinets, et l'autre objectif, c'est de recréer cette éponge autour du lac. Et pour ça, c'est vraiment de faire cette concertation-là. Donc, je suis vraiment content que vous soyez là ce soir pour qu'on puisse avoir votre ressenti par rapport à ça, de voir ce que vous vivez aussi en tant que riverain sur votre lac. Est-ce que, bon, la navigation, vous la sentez? Oui, non. Est-ce que ces efforts-là? Oui, non. Donc, c'est vraiment de prendre aussi la température avec vous. C'est pour ça qu'on vous présente les résultats avant de faire cette liste d'actions qu'on va soumettre et qu'on va dialoguer aussi avec la municipalité par rapport à ça. Donc c'est vraiment les axes. Nous, on est là pour vous présenter les faits, etc. Ce qu'on peut apporter pour essayer de, de renverser la vapeur par rapport à ce qu'on observe. Mais après, c'est aussi avec vous, un riverain, de dire ce qu'on peut rajouter, ce qui est réalisable, ce qui n'est pas du tout réalisable. Il y a des choses que nous, on a notre spectre, hein, on voit notre objectif, nous, qui est de retrouver la bonne santé du lac. Et vous, vous avez votre réalité en tant que riverain. Donc, c'est un peu ça qu'on présente ce soir et qu'on va présenter à la suite, là, avec ce cahier d'action. Donc, C'est sûr que lors de nos rencontres annuelles, c'est quelque chose qu'on a mis en place là, depuis quelques années au niveau de la sensibilisation. Bon, c'est sûr que la venue de certaines personnes autour du lac qui avaient un petit peu plus de connaissances nous a aidés là, à mettre ça de l'avant. Mais c'est sûr que il y a des choses que j'entends là, ce soir qui, à mon sens, vont être très aidantes pour pouvoir mettre en place des trucs. Tu sais, on en avait déjà parlé, la MRC, nous, c'est sûr, les fosses sceptiques, c'est des choses là, qu'on avait déjà parlé ensemble. Mais d'arriver tout seul, je pense, vis-à-vis une MRC, on se sentait peut-être pas de poids par rapport à ça. Sauf que si on travaille en collaboration avec tous vos outils, tous vos connaissances, en plus des analyses qui ont été faites sur notre lac, je pense qu'on peut être mieux équipé là, pour faire avancer certains trucs là, par rapport à ça. C'est sûr mm, que pour la navigation, nous, ça fait déjà partie de nos règlements. Ben là, moi, je parle de navigation avec moteur, là. mm, mm. La navigation, pour moi, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, là, mais moi, un paddle ou un canot ou un kayak, c'est pas ça qui est dangereux. Mm. C'est vraiment la navigation avec moteur. Fait que ça, on peut déjà dire, c'est pas un problème sur notre lac, c'est déjà interdit. Puis de toute façon, c'est pas assez un grand lac pour. Mais même les petits moteurs là, pour la pêche, là, on avait même dit on n'allait même pas là. Ok. Euh, les moules zébrés, ça, je comprends que ça vient justement si on prend notre embarcation de kayak ou de paddle, on va ailleurs, puis on a mal nettoyé, on revient. C'est comme ça qu'on peut polluer. Ça arrive pas de par les airs, là. Ça arrive avec une contamination comme ça. Mm, OK. mm. Fait que là aussi, on va continuer à faire de la sensibilisation dans ce sens-là. Les activités agricoles, c'est là où est-ce que je pense que ça serait intéressant, puis il y en a peut-être là, d'autres là, qui vont pouvoir renchérir, mais de l'historique du lac, ce que nous, on en a compris, c'est que à l'extrémité est, il y a comme un genre de petit ruisseau, si vous voulez, mais ça, c'était pas un ruisseau qui était naturel. C'est quelque chose qui a été construit humainement, de ce qu'on a compris là, par les vieux qui étaient autour du lac, là, que ça a Mm. été justement créé par les agriculteurs autour pour faire probablement une décharge là, je Ok. sais pas pour vous dire, là, tu sais, dans ce temps-là, c'était probablement pas normé puis réglementé, fait que dans ce temps-là, c'était peut-être fait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Mm. Mais c'est là. Fait que ça, on le sait là, que les plus vieux autour du lac nous disent ben c'était pas là avant, puis peut-être que ça a apporté un peu plus là, de nutriments au lac là, qui peuvent avoir fait une certaine nuisance. Mais c'est plus raccordé, mettons, là. C'est que, en fait, les drains qui pourraient. J'imagine que c'était un système de drains qui permettait d'évacuer le surplus d'eau, j'imagine. Mais ces drains-là, Ouais, il n'y a plus de connexion de ces drains sur ce petit ruisseau-là, dans le fond, là. Vous savez pas ça encore, là.
Ben là, la connexion, je pourrais pas te dire exactement, mais c'est sûr qu'il y a de l'eau à l'année, là, tu sais. Ok. Bon, dans les périodes d'été, c'est sûr que ça vient plus bas, mais ça reste quand même que c'est une source d'entrée, à mon sens, à moi, là. Ok, donc ça, ce qui serait intéressant, c'est un peu de faire une analyse de ce tributaire-là, de voir, c'est pour ça que je mettais aussi, hein, c'est de connaître un peu les sources et d'en évaluer vraiment euh, les, les enjeux là. Si on voit qu'on demande des choses et puis qu'en fait c'est pas une source d'arrivée, là ça n'a pas d'allure. Donc c'est vrai que une analyse de ce tributaire-là pourrait justifier s'il y a un apport en nutriments conséquent ou non. Donc c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Après, je vous dis ce qui est vers, vers quoi on pourrait agir. Après, c'est sûr que par rapport à tout ça, à un moment donné, autour de la table et dans les actions, il va y avoir la réalisation de ça. Puis à quel point est-ce que ça sera réalisable, notamment au niveau financier, parce que les analyses, c'est pour ça que même nous, dans le cadre du projet, vous avez vu, on a une période de la période d'été, on a préféré de faire la chlorophylle plutôt que les nutriments, puisque bah, ça, les analyses ont un coût dans le fond, là, puis par rapport à l'enveloppe qu'on avait en subvention, on avait décidé de ne pas faire ces analyses-là à cette période-là. Donc c'est vrai que dans l'analyse des tributaires, c'est quelque chose qui serait intéressant à faire pour connaître réellement l'impact en apport qu'ils ont, quoi. L'impact qu'ils ont directement dans le lac. Mais c'est intéressant que tu me dises ça, là, que par rapport à Swissau, là, que c'est quelque chose qui provient en fait d'une création pour le milieu agricole. C'est sûr que bah, tout de suite, là, on se dit, il y a quelque Parce chose à qu'on voir. on a quand même encore la chance d'avoir des gens qui étaient ici, là, une cinquantaine d'années, là. Mhm. Puis à l'époque, tu sais, les gens nous disaient, ben, on se baignait, là, comme ici, là, en avant, là, les gens se baignaient, puis il n'y avait pas de fond boiteux, là, c'était directement sur la roche, donc l'eau était plus claire, fait que c'est sûr que ça fait une apparence de lac plus sain, Mhm. puis que eux, dans leurs souvenirs, leur observation, c'est que c'est devenu un peu plus comme boiteux, le fond, après que ça a été mis en place. Fait que c'est pour ça qu'on essayait de Ouais. voir est-ce que ça peut vraiment avoir un Ok. lien là, dans tout ça. Fait que je pense que peut-être Ça a de ça pourrait l'allure. démontrer. Pas mal d'allure, en tout cas. Oui, oui. Ouais. J'aurais une suggestion. Oui, Oui, Euh, Mario. oui, c'est Jean-Denis Dutil. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. bonjour. Moi, je suis à l'Association de lac du lac Noir. Oui, Oui. Concernant la question des coliformes fécaux, à ces températures-là, je crois que les coliformes peuvent vivre quelques jours tout au plus. oui, c'est ça. On risque de les retrouver davantage en bordure du lac qu'au centre du lac. Euh, L'association avait fait un été un certain nombre de prélèvements en bordure du lac. Puis on avait offert aux citoyens qui le désiraient de récolter un échantillon face à leur résidence, de façon à obtenir plus d'informations sur les concentrations de coliformes fécaux. Parce que souvent, les gens sont intéressés à savoir qu'est-ce que j'ai exactement sur ma plage, puisque c'est là que je me baigne en général. Donc, si vous voulez avoir de l'information additionnelle sur les coliformes fécaux, ce n'est pas un projet qui coûte très, très cher. Puis ça peut être quand même une porte d'entrée pour la question Des faux changements au sceptiques. niveau des installations septiques. Oui. Ouais, c'est Oui, gentil. merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très pertinent. Et puis, comme je disais tantôt, sur la durée de vie, là, puis de la détectabilité, il y a la température, il y a plusieurs paramètres. Il y a la température, il y a l'indice UV aussi qui va comme détruire en fait les coliformes, là. Donc c'est vrai que cette détection, faut la prendre avec des pincettes. Mais comme disait JD, par rapport à ça, c'est vrai que déjà, les gens, savoir si leur installation septique, on se dit, est-ce qu'elle est encore bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, est-ce qu'il faut que je la change, etc. Je sais que bah, c'est tout de suite faire cette analyse-là. C'est vrai que c'est très pertinent de le faire parce que déjà, vous allez avoir une indication de se dire, moi, qu'est-ce que je produis et qu'est-ce que je rejette aussi là, dans le milieu, là. Donc, c'est vraiment une responsabilité individuelle par rapport à ça. Et vous êtes un petit lac, vous n'êtes pas non plus énormément de personnes. J'imagine que vous connaissez quasiment tous autour du lac, là. Donc Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus facilitant dans votre cas pour agir concrètement sur tout ça, là.
Par Est-ce curiosité, que- Monsieur Dutil, est-ce que c'est quelque chose vous avez fait de votre propre chef? On pourrait s'en rejaser pour savoir un peu les étapes que vous avez fait pour pouvoir faire Oui, cette... brièvement, c'est qu'on était, la municipalité avait fait faire un inventaire des installations septiques. OK. Puis on n'avait pas pu, étant donné qu'un grand nombre de propriétaires autour du lac, on s'était concentré sur les endroits qui étaient potentiellement plus problématiques, des plus vieilles installations. On n'avait pas d'informations sur les autres. Puis c'était une façon de voir c'est quoi l'ampleur du problème dans les périodes de l'année où est-ce qu'on va se baigner. C'est pas quelque chose qui est difficile à organiser. C'est vraiment pas cher non plus. Puis c'est des chiffres qui parlent beaucoup pour les gens qui font le moindrement d'activité sur le lac. Donc, ça me fera plaisir de donner plus d'informations aux besoins. Puis je me souviens, je vous avais aussi envoyé, là, c'était-tu cette semaine? Non, la semaine passée, une liste de produits ménagers aussi. Vous m'aviez demandé là, des produits ménagers qui sont comme mieux à utiliser quand on est au bord d'un lac, là, mettons. Qui sont écolos, là, qui sont avec des labels pour moins de phosphore, moins de produits, etc., pour limiter aussi les intrants dans notre lac, dans le fond, là. Oui, la conversion est faite. Ça y est, très bien. Moi, j'aurais une petite question, Monsieur Julien. Est-ce Oui, que quand il y a des, tu sais, on dit beaucoup que c'est la responsabilité des gens, les faux sceptiques, tout ça, mais pour encourager ça, est-ce qu'à la ville de Rimouski, est-ce qu'il y a un effort qui est fait justement quand il y a des ventes de propriétés, quand il y a des reconstructions de propriétés, pour justement, tu sais, on dit oui, c'est la responsabilité de chacun, là, mais tu sais, tous savent bien qu'il y a un coût à ça, là. oui, Souvent, on parle de plusieurs dizaines à des milliers de dollars, là. oui, oui, c'est Mais ça. ouais, tu sais, j'ai vu des ventes de maisons, j'ai vu des citoyens qui ont voulu faire des mises à jour eux-mêmes, poser des questions à la ville, puis la ville qui avait comme pas trop de solutions pour eux, leur disent ben, regarde, moi, toi, là, je garderais mon bon vieux puisard qui est comme toléré, là, fait que ça va être plus simple de même que d'embarquer dans un projet où ce que j'ai peut-être pas de solution pour toi. Là. Ouais, bah là j'ai envie de dire, ça, c'est poche. Si t'as la municipalité qui te répond, garde ton puisard et puis continue à flocher ça dans l'eau, là, je trouve ça un peu plate parce que, comme je disais tantôt, là, il n'y a aucun droit à la pollution, là, on se doit pas ça. Ouais, Après, c'est sûr que dans l'achat mettons, moi, là, si je dois aller acheter un chalet, puis que ça serait une des choses que je demanderais, c'est l'installation septique, elle est comment, là? Elle est dans quel état? Est-ce qu'elle a été changée, etc. Moi, je m'embarquerai pas à racheter quelque chose si l'installation septique, elle n'est pas conforme. C'est au propriétaire de s'en charger. Après, c'est un coût. Mais comme je disais tantôt, il y a quand même un programme par rapport à ça qui est, voilà, c'est un crédit d'impôt dans le fond. C'est que on vous aide à réinstaller, puis c'est remboursé comme beaucoup plus loin. Et c'est pas, alors à ma connaissance, il me semble, faut vérifier ça, mais je crois que c'est pas attaché à la personne. Je crois que c'est attaché à la propriété. C'est-à-dire OK. que si, mettons, tu revends le chalet, bah, c'est le propriétaire qui va racheter derrière, qui devra continuer de payer ça, là, mais il y a des aides par rapport à ça. Il y a déjà des places où, en fait, il y a des riverains qui ont fait ce programme-là. Ça Euh, Oui, serait peut-être. au Lac-Mort, on a déjà ça. Ça prend la ouais, forme, en fait, c'est la municipalité qui fait un règlement d'emprunt. c'est ça. Le remboursement, c'est fait, c'est-à-dire que la dette est sur le bâtiment. Mm, Donc, quand on vend, la dette suit le bâtiment avec le nouveau propriétaire. C'est un emprunt sur une période de 15 ans à faible taux d'intérêt, là, vu les volumes. Puis les gens peuvent le rembourser n'importe quand. Ils ne sont pas obligés de le rembourser sur 15 ans. mm. C'est très Exactement. populaire, en tout cas. Ça a amené beaucoup de changements autour du lac en termes de mise aux normes des installations septiques. Ça Oui, serait peut-être urgent dans notre plan d'action de mettre ce genre d'action-là, tu sais, ah oui, tu sais, de rencontrer la ville de Rimouski, puis justement qu'il y a des gens qui vendent, qui achètent, puis justement qu'un nouveau propriétaire va s'informer des normes, tout ça. Tu sais, s'il y a personne qui en parle comme à l'acheteur, ben, le courtier, lui, il va vendre tu sais, c'est lui, ça. sa job, c'est de vendre, là. Il ira pas tout dire, là. Fait que moi, j'ai eu connaissance de plusieurs ventes, de plusieurs choses, puis
c'est ça, ça passe tout droit. Puis les gens, souvent, c'était avec un chalet avant. Là, les gens ont une autre vocation, ils passent plus de temps là, puis c'est le même puisard qu'il y avait avant. Là. C'est ça. Mais déjà, le puisard, là, tu sais, les puisards où on dit c'était des droits acquis, là, moi, là, c'est quelque chose qu'on devrait plus entendre, là, à l'heure actuelle, là, c'est quelque chose. Voilà, c'est que nous, on est conscientisés là-dessus. C'est avec vous autres aussi, là, c'est que nous, on vous parle de ça. On voit au Lac Noir, il y a des efforts énormes qui ont été faits là-dessus, ça fonctionne, puis après, ça fait l'effet boule de neige. Donc là, c'est un peu C'est ça. démystifier ça. Et puis, moi, s'il y a quelqu'un de la municipalité qui vous dit, bah, continue avec ton puisard, mais là, ça marche pas, là, tu sais. Non, non, c'est pas entendable, là, pour moi, ce genre Ouais. de choses. Mais il y a des OK. choses qui existent et il y a des solutions là. C'est ça qui est Ouais. encourageant. Puis moi, je pense un peu comme Louis, tu sais, oui, il y a des faux sceptiques, tout ça, qui est en apport peut-être en azote, là. Mais tu sais, les tests de coliformes, tu sais, toi, tu en as fait. Nous, comme association, on s'en est payé aussi parce qu'on pratique tu sais, comme la bagnade. On n'a pas le même problème de Lac Noir. Nous, vu que c'est un petit lac et puis il est peu profond, on se baigne tous au centre, on met comme une plateforme. Fait que Sarah, qui est la conjointe de Louis, a appris comme des lectures à différents moments, à différents endroits dans le lac. Puis on a eu à peu près les mêmes résultats que toi, là, qui étaient à peu près 20. Là. Hmm. Fait que, tu sais, oui, il y a tes résultats, oui, il y a les nôtres, puis ça donne à peu près des chiffres qui sont comparables. Fait que, tu sais, moi aussi, je portais à croire un peu comme Louis que les puisards, les faux sceptiques, ou si oui, oui, c'est sûrement un apport de l'azote, mais les deux ruisseaux qui sont affluents, autant à l'est qu'à l'ouest, qui proviennent des champs, ben, tu sais, les champs, c'est ça. Les fermiers, ils veulent des belles récoltes, ils mettent différents produits. Oui, il y a des règles, mais je crois que ces affluents-là apportent des nutriments au lac beaucoup, là. Ouais. Et puis Ouais. même si la base riveraine serait parfaite, mais si ces deux robinets-là là, sont ouverts, ben, c'est ça. Et quand le printemps arrive, quand la fonte des neiges, comme la semaine passée, quand on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de neige, ben, ces deux petits ruisseaux-là coulaient à plein, puis le lac a monté de 5-6 pouces. Là. Fait que si les Ouais. robinets étaient ouverts, c'est ça. Fait que c'est. Mais ce que tu dis là, c'est exactement ça. C'est que faut. Il y a plusieurs sources, il y a plusieurs actions à mener. Puis, tu sais, même si on coupe, tout doit être fermé, enfin, pas simultanément, mais il faut comme travailler sur tous les fronts parce que sais, c'est un peu aussi compliqué, c'est des conflits d'usage derrière ça, là, tu sais, c'est que si tout le monde se dit je mets, je fais ma part, ça va aller, mais tu sais, s'il y a des récalcitrants sur des affaires, puis qui disent, tu sais, moi j'ai des gens, ils me disent, ben là, c'est pas moi qui pollue, là, tu sais, moi, mes installations, elle est bonne, c'est le voisin, mais tu sais, il utilise son bateau à moteur qui est disproportionné, et puis il brasse le lac à longueur de journée. Ah ouais. Et- mais en fait, c'est vraiment, c'est correct si sa fausse sceptique elle est bonne, mais tu sais, sa pratique elle est pas bonne non plus. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'au niveau agricole, il y a du travail à faire. Sur ces ruisseaux, c'est sûr qu'il y a certainement quelque chose à aller voir, à investiguer. Mais c'est sûr aussi que les bandes riveraines, là, il va falloir aussi qu'on fasse quelque chose parce que entre une éponge qui est absente et puis que tu verses ton verre d'eau dessus et une éponge qui est présente puis qu'il y a toujours un verre d'eau qui se verse dessus, bah, elle va être efficace. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir une belle éponge et plus de verre d'eau, là. Tu sais, c'est que si on a le verre d'eau qui est absent puis qu'on n'a pas de bande riveraine de propre, on n'est pas à l'abri qu'un jour il y ait par exemple une coupe forestière qui te fasse un apport en phosphore important dans ton lac et puis qu'on se retrouve avec une eutrophisation liée à ça. Donc tu sais, c'est ça, c'est qu'on va travailler sur le verre d'eau puis on va travailler sur l'éponge là. Il faut travailler sur tous ces fronts-là pour Mm. voir une amélioration qui s'opère. Et encore une fois, les bandes riveraines, tu sais, c'est pas. Autant, on va dire, arrêter de faire des intrants, changer de sa fosse septique, ou voir la pratique agricole qui est à côté, on peut agir là, direct sur une année, là. Mais la bande riveraine, tu sais, on va pas la rendre efficace au bout d'un an, là. Mm. Puis ça va mettre du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut dès maintenant mettre ces activités, ces solutions en place là, pour les faire fructifier et les rendre performantes arrivé à un certain temps. Il y en a qui vont être bonnes au bout d'un an, d'autres qui vont être bonnes au bout de 5 ans. Mais tu sais, faut commencer à quelque part, là, dans le fond. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est aussi une sensibilisation propre, hein, à chaque riverain. Se dire, moi, là, qu'est-ce que, qu'est-ce que je lui fais à mon lac? Ah, juste moi, là, par rapport à ma présence, mes rejets, qu'est-ce que je fais, mon activité. Quelle est ma part là-dedans? Il y en a qui vont avoir des parts plus grosses que d'autres, mais on n'a pas les mêmes enjeux non plus. Puis tu sais, moi, j'ai pas envie de voir non plus disparaître l'agriculture. On en a besoin, notre Ben agriculture dans notre région, il en faut, là, tu sais. Puis ils ont des contraintes aussi, mais tu sais,
on a chacun nos contraintes, mais on a chacun aussi notre devoir. Et c'est aussi à notre niveau de voir, bah, nous, là, en termes d'association de lacs, voilà, notre mission, c'est voilà, la communication comme vous le faites, la navigation, les espèces exotiques, agir sur les bonnes pratiques par rapport au lac. En tant que citoyen, bah, tiens, ma fosse septique, tiens, bah, mon usage de détergent, qu'est-ce que je peux pas faire quelque chose là-dessus? Donc, Mm. on a tous différents rôles, à différentes étapes dans notre cursus, on va dire, là. Mais c'est là-dessus qu'il faut agir pour fermer ces robinets, là. Mm. Et c'est vrai que des fois, on va avoir des conflits d'usage qui sont différents, hein. Il y a des places où c'est vraiment la navigation qui pose vraiment problème, parce qu'on la voit, parce qu'on est impacté aussi en tant que personne, ça fait du bruit, on n'est pas à l'aise, etc. Donc on voit qu'il y a ces problématiques-là. Puis après, il y a des problématiques un peu plus sournoises, là, tu sais, comme une fosse septique, tu vois le chalet, tu vois pas ce qui se passe, tu vas te baigner là-dedans, tu sais pas ce qu'il y a. Mais c'est plus vicieux, c'est plus sournois, mais il y a aussi une responsabilité. L'agriculture, c'est pareil, c'est la même affaire. Mm. Merci. Est-ce que tu pourrais nous fournir une liste des produits qui sont moins, un peu comme tu as fait là pour le lac noir, que nous, comme association, on pourrait de promouvoir ce genre de produits-là auprès de Oui, oui, oui. Bah, il y a Monsieur Dutil, là, il a une liste. Je lui ai épargné de lire les petits caractères derrière les bidons, là, parce que on n'en Parfait. finit pas. Mais j'ai ça. Attends un petit peu. J'avais ça par courriel, mais sinon, si Hélène elle peut me transmettre son adresse courriel, je pourrais Ben directement Oui, oui. envoyer la liste et puis vous la ferez diffuser, là. C'est vrai que j'aurais pu la mettre dans la présentation. Mais il y a tellement de choses à dire que je me suis dit, on verra si des personnes la réclament, mais il n'y a pas de problème là. oui. Faut écrire. Euh, Moi, ce qui m'a... Oui, je vais te donner mon adresse courriel, je vais te l'écrire dans la conversation. Moi, ce qui m'a marqué, là, c'est la diapositive où est-ce que justement on voyait tout autour du lac qu'on avait juste un petit 3% de vert là, qui est vis-à-vis chez Mario, justement, là. Puis qu'on avait beaucoup de jaune, orange, puis de rouge, là, ça m'a vraiment marqué. Est-ce que ça, c'est des choses que vous nous permettez d'utiliser parce que oui, on va travailler avec vous pour les solutions, mais c'est sûr que ça faisait partie aussi de notre plan d'action après avoir eu les résultats, de faire une rencontre spéciale avec les propriétaires pour leur présenter ça, puis encore les sensibiliser, puis avoir encore plus de Oui, oui. Bah, c'est sûr que ça, cette carte-là, c'est quelque chose que, oui, oui, ça parle tout de suite là. On voit tout de suite. visuels. Bien qu'en regardant les couleurs, tu dis, ben là, il y a quelque chose qui va pas bien. Mais Mm. on va aussi mettre, alors une fois que la relecture totale sera faite, il y aura normalement, alors si je me trompe pas, Marianne, là, on va mettre sur le site internet les 10 rapports pour les 10 lacs. Donc c'est les résultats qui seront directement accessibles et téléchargeables sur le site de l'OBV. Donc vous pourrez récupérer ça. Il y a aussi un complément d'information. Donc là, je l'ai beaucoup vulgarisé pour pas perdre tout le monde. Mais dedans, il y a quand même beaucoup plus d'informations sur la méthodologie faite pour ces échantillonnages, etc. Et il y a aussi les cartographies dans le fond. Prochaine étape. Oui, oui, oui. Mais c'est... Voilà, on ressent aussi la volonté des riverains d'agir en faveur de lac. On s'épargne aussi il n'y a pas forcément de gros conflits là. On est vraiment avec des personnes qui veulent agir là-dessus. Donc c'est sûr que c'est vraiment encourageant. Et cet état d'eutrophisation, donc faut aussi avoir à l'esprit que l'eutrophisation d'un lac, on me demande si c'est 100% réversible. Je dirais pas que c'est 100% réversible, je dirais que c'est comme une cicatrice. Il restera toujours une trace de cette eutrophisation-là. Et là, tu parlais de boîte là, à un moment donné, là, au fond du lac. Bah, dans cette boîte-là, là, il y a un peu l'hypothèque du passé aussi qui est présente, là. Et ça va mettre du temps avant entre guillemets, se purifier. Et moi, je compare ça souvent à un gros fumeur, là, un gros fumeur qui a fumé des millions de cigarettes dans sa vie, il se retrouve avec un cancer des poumons, là, puis il a une greffe. Bah, sa greffe, si derrière il continue de fumer, ça va pas bien, là. Donc, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que la greffe elle prenne et puis que derrière on arrête le tabac, là. Bah, c'est un peu la même affaire, un peu la même image, là, qu'on peut dire sur ce lac-là, là. OK.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, juste un merci pour l'analyse des résultats de la présentation. C'est ça, c'est le fun parce qu'autour du lac, il y a plein de gens motivés, là, comme tu le disais. Puis Ouais, ouais. avant, on savait pas trop vers où se diriger, mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant la discussion aussi qu'on a eue ce soir là, avec tout le monde, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut identifier comme source principale pour peut-être diriger nos actions en priorité, là. Je sais que c'est bon d'agir sur différentes phases de la bande riveraine, peut-être le tributaire. Puis, le tributaire, on n'en parlait pas beaucoup entre nous avant, mais là, on dirait que c'est peut-être une option à envisager dans le futur. Fait que non, déjà, je trouve que ça prend forme un peu pour les pistes de solutions. Mais Ouais. merci encore. Bah, merci à vous pour votre participation. C'était vraiment agréable. Puis j'ai juste moi une petite curiosité là, c'est que tu parlais tantôt il y avait de la truite là, mais c'est ça, c'est que par rapport aux résultats, c'est sûr que si on arrive à diminuer cette eutrophisation là, ça sera gagnant pour l'oxygénation. Je connais pas les pourcentages qu'on pourrait atteindre, etc. Mais c'est sûr que bon, en termes de si elle trouve un refuge thermique et puis qu'elle arrive à avoir aussi une eau un peu plus oxygénée par rapport à ça, ça sera que du bénéfice pour cette espèce-là, mettons. Puis est-ce que, ça me fait penser, mais nous, on ensemence des truites, mais est-ce que ça peut aussi contribuer ou accentuer l'eutrophication d'ensemencer des truites ou pas vraiment? Bah, ça dépend de la quantité, là, mais je pense pas que là, ça soit quelque chose qui soit majeur par rapport à ce phénomène-là. C'est vrai que, mais en tout cas, là, maintenant que tu me dis que vous ensemencez, là, tu vois la température de l'eau, là, tu sais que là, faut que tu Mhm. protèges tes truites parce que cette 24, là, c'est beaucoup trop pour elle, c'est sûr. Donc en refuge thermique, je sais même pas s'il y en a. Honnêtement, je le connais pas vraiment bien, ce lac-là. Mais c'est pas les poissons qui vont te. Ou même, j'ai aussi la question, tiens, là, j'ai 3000 bernaches qui sont passés comme en automne, Mhm. là, et puis est-ce que c'est responsable de ça? Non, non, non. C'est ce on appelle ça serait une pollution ponctuelle. On va dire, on va parler de pollution, mais ça serait comme quelque chose de ponctuel comparé à quelque chose de chronique. Mhm. Ça, faut vraiment aussi l'avoir à l'esprit entre ce que c'est je parle de pollution, mais de phénomènes ponctuels ou chroniques, c'est vraiment différent. Là, c'est comme si d'un seul coup, là, tu vas avoir un gros shot d'un produit, puis l'écosystème va réussir à faire avec. Mais sinon, tu vas avoir la pollution chronique où c'est toujours latent, puis tu as toujours quelque chose. Là, tu as toujours un poison qui est toujours présent. Ça, c'est beaucoup plus impactant là, dans un écosystème, dans le fond. Mais je pense pas sincèrement que l'ensemencement soit responsable d'une eutrophisation comme on a vu LOL. Donc s'il n'y a pas Effectivement. d'autres questions, je vais clôturer cette séance. Vous remercier pour votre présence et votre participation. Moi, j'ai une dernière petite chose, par exemple, je voulais savoir, là où ce soir, si là, je comprends, vous étiez dans le blitz des présentations là, Oui. pour tous les lacs. Est-ce qu'on se prévoit dans votre plan de match, là, sachant que nous, on est motivés, puis c'est sûr que pour moi, ça s'arrête pas là. Oui, on a des petites pistes de solutions, mais sinon, là, tu sais, si on veut préparer un dossier pour aller à la MRC pour différentes choses, est-ce que il y a une autre rencontre de prévue? Comment ça fonctionne C'est pour la ça. suite? Donc là, on va finaliser demain la restitution des résultats avec le dernier lac, le lac Michaud. À la suite de ça, on va essayer de passer le temps des fêtes. Puis moi, dès début janvier, je reviens avec ma collègue Alexa, où je me mets directement là sur la rédaction d'une proposition de piste d'action pour les 10 lacs. Et on Parfait. va voir aussi, donc avec Alexa, Marianne et moi-même, on va voir aussi pour planifier des rencontres. OK, parfait. Donc, il y aura des rencontres de prévues. On n'a pas encore les dates par rapport à ça, parce qu'on veut aussi faire un tour de table pour vraiment être prêt pour ça. On envisage les 2 dernières semaines de janvier dans un premier temps. Ça peut être un petit peu plus tard, mais voilà, on est dans cet ordre d'idées-là. C'est pas dans 6 mois, mais c'est dans les prochaines semaines. Une version préliminaire là, pour la fin du mois de janvier, début février, là, pour OK. les Fait qu'on plans. attend que vous nous recontactiez, là. J'imagine que ça passe par Louis, là. C'est toi, Louis, qui avait reçu les premières informations pour les présentations de ce soir.
Là, est-ce que vous avez vu mon adresse courriel dans Oui, le oui, chat? je l'ai pris en note. Fait que c'est Merci. mon adresse personnelle, là. J'aurais pu inscrire aussi celle-là du lac, là. Je ne l'avais pas sous les yeux rapidement, fait que je vous ai donné la mienne, mais soyez assurés, on va la partager, partager l'information, là. On a un groupe Facebook aussi, fait qu'on va propager la bonne nouvelle. Mais je suis contente de savoir que c'est ça, on va se revoir quand même assez rapidement. Oui, puis si d'ici là, il y a Génial. des choses auxquelles vous pensez, là, c'est vraiment le moment pour que je puisse aussi l'intégrer dans le plan d'action si vous voyez quelque chose en particulier. Parfait. Euh, Euh, Ici, Mathieu Jonot, désolé de vous interrompre. Je veux juste savoir par rapport à l'IQBR, l'indice de qualité de bande riveraine, quelle est la cause de la mauvaise qualité? Est-ce que c'est le manque de végétation? Est-ce que c'est artificialisation? C'est Alors, quoi la principale cause? Alors, en fait, c'est la bande riveraine, nous, enfin, qu'est-ce qu'une bande riveraine? C'est vraiment une entité écologique, ça a vraiment une Mhm. fonction écologique. Donc, ça a une structure particulière pour remplir cette écologie-là. Donc, les causes qu'on va avoir, c'est qu'on ne va pas retrouver l'ensemble, on va dire, des outils de cet écosystème présents dans la bande riveraine qui sont efficaces. Pour faire simple, on s'entend que si tu prends, mettons, un couvert forestier avec un système racinaire qui peut descendre comme à 2 mètres de profondeur, et puis, tu sais, catcher un peu tous les nutriments qu'il peut avoir dans cette zone-là, c'est Oui, pas la même valeur qu'un gazon tondu à un c'est pouce de sûr. haut. Donc, tu vois, juste ça, on va pas avoir la même note attribuée. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va avoir une note qui est tirée vers le bas. Parce qu'en fait, les structures qu'on retrouve dans cette bande riveraine qu'on observe là ne remplissent pas leur fonction primaire qui est d'avoir ce rôle d'éponge. Tout D'accord. simplement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on retrouve beaucoup plus de gazon à ce moment-là? C'est ça qu'on veut dire? Ça veut dire qu'on retrouve toutes sortes d'autres choses qui ne remplissent pas leur rôle, mais là, tu sais, j'ai remis la diapositive là, sur un peu les notes qu'on attribue dans le cadre de l'évaluation. Puis tu sais, Oui, tu vois là que tout ce qui est inerte infrastructure, pardon, les remblais, les murs de soutènement, ces choses-là, il y en a là, tu sais, on a une sortie de garage, on va avoir une rangée, une allée pour aller au bord du lac, on va avoir des fois, on peut même avoir des zones qui sont totalement artificialisées comme imperméables, là. Bah ça oui. vaut zéro, là. Donc, Ouais, est-ce qu'on retrouve ça beaucoup ou peu à alors, ces allées? par rapport à ça, moi là, j'ai juste présenté la valeur propre. Mhm. Euh, Faudrait que j'aille fouiller sur la cartographie exactement pour que je te Oui, donne exactement les choses. Là, je ne l'ai pas là sous les yeux. Faudrait que oui, j'aille sur notre système cartographique, mais on a cartographié en fait les habitats en disant, bon, bah là, on est plus sur une zone de friche. Puis après, oui, nous, on traduisait friche avec l'indicateur de pondération 3. Puis après, on faisait la somme de tout ça, là. Mais excellent. je peux pas répondre là en disant quel type d'habitat on retrouvait le plus, dans le fond. Mais je peux juste donner l'évaluation totale de cet indice-là. Oui. Les Ok. résidents autour du lac peuvent peut-être nous le dire un peu ce soir. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, chacun. Après, voilà, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que des fois, les gestes sont simples, hein. C'est que si on n'arrive pas, on voit qu'on est mal pris, là, on voit qu'on n'a pas le choix. Mhm. Construire une bande riveraine, ça va être compliqué. Il y a certains cas, c'est comme quasiment impossible. Mais des fois, juste laisser une végétation un peu plus haute, tu sais, Oui, pas tondre à un pouce de haut et puis laisser un peu les herbes. C'est sûr qu'en dessous, le système. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est souvent ça, c'est que le système racinaire, il est égal à ce qu'il y a à l'extérieur, là, tu sais. c'est ça. Donc, si tu laisses pousser. C'est aussi que la bande riveraine euh, doit être de 10 mètres, tu sais. Donc, si on a une Ouais, rangée d'arbres directement sur le bord de l'eau, mais qu'en arrière, on a des plates-bandes ou, tu sais, qu'on a C'est des ça. aménagements, ben, ça vient changer le niveau de l'analyse, ce qu'on va ouais. retrouver. Puis c'est C'est ça, c'est sûr. que l'analyse a été faite. Une bande riveraine, faut avoir à l'esprit, c'est 10 mètres, 15 mètres quand on est sur une pente à 30%, mais c'est 10 et 15 mètres pour qu'elle soit efficace. Voilà. On s'entend que des fois, on va avoir une bande riveraine qui va être que de 5 mètres. Donc en fait, pour comprendre un peu son efficacité, c'est comme si tu prenais ton éponge, puis au lieu de l'avoir pleine, bah, tu la coupes en deux, puis tu en as que la moitié, là. Puis tu verses Oui, un verre d'eau dessus, là, oui. tout simplement. C'est Je sais bon. pas, je sais pas si vous prévoyez des cahiers de riverains pour ce lac-là ou les lacs dont on parle, là. Mais normalement, l'information que Mathieu recherche,
on trouve ça dans le cahier du riverain. C'est-à-dire que pour chaque propriété, il y a des recommandations pour un plan d'action, quoi. Alors, je sais pas. Alors, Marianne, peut-être que tu sais. Non, dans le cadre de ce projet-là, il n'y a pas de cahier de riverains qui sont prévus. Par contre, étant donné qu'on fait un plan d'action, peut-être que ça pourrait faire partie d'une des actions du plan, là, de faire des trucs plus spécifiques adaptés à chacun. Fait que dans le plan d'action, Marianne, je sais pas si tu te souviens, on s'était croisés cet été Mhm. là, quand tu Oui, étais venue. Puis il était question aussi que vous pouvez nous accompagner jusqu'à venir aider si on a des personnes âgées autour du lac puis qui ont moins la mobilité de faire la plantation, des trucs comme ça pouvait aller jusque-là. Fait que ça, c'est des choses que vous allez inclure dans votre plan d'action? ben, en Bah, fait, c'est votre plan d'action. c'est ça, oui, Ah, oui, c'est ça que tu allais dire, Julien. exactement. Mais, Si vous mais le en fait, voulez, on le met. OK, OK. Fait que ça, on va c'est le décider ensemble puis on va en jaser en janvier, c'est ce que je comprends. c'est ça. Puis, tu sais, il va y avoir Mathieu, probablement aussi, qui va être impliqué là-dedans. Il va y avoir, tu sais, on va s'assurer qu'il y ait une diversité d'acteurs là, pour qu'on puisse planifier des actions, mais tu sais, qui sont réalisables, là, puis rapidement, probablement aussi, là. Fait que oui, tout le monde va travailler sur ce plan-là. Julien, lui, il arrive avec des propositions, tu sais, un peu pour accélérer, parce que bon, on a déjà eu des discussions, on a déjà fait une analyse. Euh, je te laisserai continuer, Julien. Oui, oui, c'est ça. C'est que là, moi, je propose des choses pour parce que si t'es pas sensibilisé, que tu veux faire de quoi, que tu sais pas comment t'y prendre, là, bah, faut commencer quelque part, là. Donc, je propose des choses qui ont déjà été mises en œuvre ailleurs, qui ont déjà prouvé leur efficacité ailleurs. Donc, c'est des choses qui sont réalisables. Après, il faut aussi voir par rapport à votre lac, à la municipalité aussi, bah, des contraintes financières, des contraintes aussi de temps. Donc il y a aussi ça là, mais moi dans un monde idéal, moi je te proposerais une liste de 50 actions, puis tu sais, ça serait. Mais on sait bien que 50 actions c'est comme trop, donc c'est vrai que là moi je vais en proposer entre 10 et 13 là, en fonction des cas, pour qu'au moins bah, ce qui est proposé puisse tout de suite être mis. Que ça Mhm. soit pas un frein qu'on dise pas bah là non on peut pas là ça on peut pas ça on peut pas parce que c'est pas constructif. Donc, c'est aussi ça qui va être, qui va faire l'objet de la discussion, c'est de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'embarquer sur des choses et si on est soutenu, si on est accompagné aussi par la municipalité. Nous, on est là aussi pour proposer, pour accompagner au maximum les riverains et puis les associations de lacs. Mais après, c'est aussi la municipalité, jusqu'à quel point est-ce qu'elle veut aussi accompagner. Et puis, c'est sûr que comme on a entendu, comme on discutait tout à l'heure, hein, si à la municipalité tu dis bah là, mais continue avec ton puisard là, et puis tu sais, bon, c'est sûr que c'est pas la bonne personne qui pour ça. En Donc même temps, ça, c'est quand même une problématique qui a été vécue, mais je veux dire, si la personne arrive toute seule, c'est une chose, mais si on arrive à gang, oui, ça voilà. peut, ça peut avoir l'effet voulu, là, plus à ce moment-là, là. Oui, 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 complètement. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que, voilà, moi, on propose avec l'ensemble de notre équipe des pistes de solutions et après, on les adapte par rapport vraiment à la réalité que vous avez en tant que riverain. Et il y a des sujets que nous, on va penser importants parce qu'on a le regard plus technique par rapport à la dynamique du lac. Et puis les associations de lacs ou les riverains de façon générale vont avoir un regard plus personnel par rapport à ce que eux vivent là, directement au bord du lac. Donc des fois, ça se rejoint pas forcément, mais l'objectif reste le même, c'est de travailler sur la qualité de l'eau du lac, là, dans le fond, hein. On a même été, là, je sais que bah, Louis, quand je vois les résultats qu'il m'a fournis, je me dis, bon, bah voilà, quelqu'un qui est vraiment partant sur les mesures comme ça. On a eu aussi la proposition de savoir est-ce qu'on pourrait pas avoir travailler sur, par exemple, des outils de mesure que certaines sentinelles pourraient être équipées pour continuer de faire des mesures, par exemple, des mesures de température et d'oxygène. Dans le lac avec un protocole déterminé, une petite formation. Des choses sont envisageables, hein. On peut envisager ça, on peut envisager. Donc c'est sûr que c'est pas la même affaire que le disque de Seki. Voilà, déjà, des fois on voyait qu'on peut avoir des difficultés. Les gens ont du mal
à prendre des mesures exactes, ou alors on se retrouve avec des petites conversions en pouces, en pieds, et puis en centimètres des fois. Donc, mais si on est sur des personnes qui sont vraiment très volontaires et qui veulent vraiment aller plus loin, ça peut être envisageable de réfléchir à un petit équipement supplémentaire pour aller atteindre des mesures sur une année. Vraiment avoir un observatoire, plus une sentinelle, mais un observatoire dans l'association du lac. C'est On quelque est chose chanceux, nous autres, on a Louis et Sarah. Oui, 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 oui. C'est vraiment bon, là. C'est vraiment très bon, là. Hmm. C'est lui qui m'a donné le plus de résultats à date, là, sur les 10, sur les 10 lacs. Mais oui, clairement que si éventuellement ça voit le jour d'avoir plus de mesures diversifiées, là, je suis très volontaire de contribuer. Pas de trouble. OK. On est ouvert aussi à ça, ouais. Un énorme merci. C'est très apprécié. Merci, merci beaucoup pour votre présence. Donc, on va clôturer la session, si tout le monde est d'accord avec ça. Ouais, Euh, merci pour, au nom de la ville, hein, c'est Mathieu qui parle, là. oui, Les gens, on est bien contents d'avoir aussi ces résultats-là. bah, fait plaisir. Mathieu, toi, tu travailles-tu pour l'OBV ou Non, tu... je travaille pour la ville de Rimouski, je suis conseiller en environnement. Ah, bon, d'accord. On a quelqu'un bien placé autour de la table. C'est parfait, ça. Ben, je suis C'est pas un ça. expert, mais j'en sais quand même un peu, là. Merveilleux. Vous allez pouvoir vous en jaser, là, c'est bon. C'est ça. Parfait. Fait que, on On se se- redonne des nouvelles pour après les fêtes, Hélène Oui, et Merci Mathieu. beaucoup. j'envoie le courrier Absolument. concernant les Des fêtes. joyeuses fêtes à tous. Très bon temps des Merci, fêtes à bye tout bye. le monde. Merci. Bye Merci, bye. au revoir. Merci. Salut. Bye bye. Bye. Merci beaucoup.